Sur l'éducation, tout le monde est super discipliné, j'apprécie. On n'a pas de micro ce soir, on a juste des petits micros pour la diffusion, donc ça va être apprécié si le silence continue pour qu'on puisse entendre les interventions de chacun. Alors, d'abord, merci d'être là en grand nombre. Ça fait chaud au cœur qu'on parle d'éducation et que ça rassemble les gens pour un sujet aussi important, mais qui passe parfois en dessous du radar, malheureusement, surtout quand il est question de coût de la vie, de santé. On dirait qu'il y a toujours des sujets qui passent par-dessus. Mais l'éducation demeure essentielle. Ah, ben je parle de mon plus fort, mais on va s'adapter. Alors, parfait. Donc, merci aussi aux panélistes d'être là. Il y en a qui ont fait beaucoup de route. Merci d'avoir pris le temps ce soir. Alors, je vous présente brièvement. Donc, on a Constantin Fortier, qui est ingénieur de formation, père de 2 enfants et citoyen engagé, notamment dans le mouvement École Ensemble et d'autres mouvements citoyens de la société civile. On a Maxime Fortin, chercheur à l'IRIS, spécialiste des politiques publiques et des inégalités. Ensuite, Étienne Alexandre Beauregard, chercheur chez Cardus et FEI. On a Vicky Vien, directrice générale de la FEEP et ancienne directrice d'école pendant longtemps, je pense. Ensuite, on a M. Normand Baillargeon, qui se passe de présentation, qui est philosophe, essayiste et ancien professeur en sciences de l'éducation à l'UQAM. Et enfin, Gabriel Giguère, analyste en politique publique à l'IEDM. Alors, merci à vous tous d'être là. On va, pour ce qui est dans le fond du déroulement de la soirée, il y aura un premier tour de table pour chacun où chacun va répondre à la question qu'on se pose ce soir, c'est-à-dire combien de vitesses en éducation, qui est une question assez large, donc on s'entend qu'il sera sûrement question de financement du système éducatif, mais de bien autre chose, on l'espère. Et donc, chacun aura 2 à 4 minutes pour répondre à la question. Ensuite, 2 rondes de tours de réplique, si on veut, de 1 minute chacun pour réagir à ce qui a été dit, préciser, nuancer ou répondre. Et enfin, on veut laisser la place aussi aux questions du public. Donc, dans un deuxième temps, vous me ferez signe et je vais me déplacer pour entendre vos questions. S'il vous plaît, vous les adresserez à quelqu'un peut-être de particulier. Et on garde ça assez bref pour que tout le monde ait le temps de poser leurs questions. Alors, sans plus tarder, on va commencer de gauche à droite avec M. Fortier. Donc, bonsoir tout le monde. Je ne suis pas à mon habitude, donc je vais préparer un texte pour vous. Donc, je vais vous partager aujourd'hui, ce soir, mon histoire, mais gardez en tête que ce parcours pénible des dizaines de milliers de familles le subissent chaque année. Comme parent, la première fois que j'ai été confronté au marché scolaire, c'est lorsque j'ai consulté le palmarès des écoles avant le primaire. Voyant notre école de quartier dans les bas-fonds, je me suis impliqué au conseil d'établissement. Et j'ai compris que c'est pas l'école qui est mauvaise, c'est simplement que les élèves proviennent de milieux défavorisés et arrivent avec certains retards ou le ventre vide. Donc pourquoi imposer cette logique de marché à nos écoles, alors qu'on ne le fait ni pour les CPE, ni pour les hôpitaux? J'ai aussi constaté la ségrégation scolaire que notre système favorise. En 4e année, primaire, on a proposé un programme très sélectif, conditionnel à un examen de 3 heures un dimanche matin pour des enfants de 9 ans. Est-ce le rôle de l'école d'imposer ce stress et de diviser les enfants si jeunes? Là où j'ai vraiment compris qu'on était dans un système à 3 vitesses, c'est lors de l'instruction secondaire. Environ 35% des élèves de l'école de quartier partaient vers le privé subventionné. D'autres tentaient leur chance à l'école sélective internationale de la région, et le reste allait à l'école de quartier. Et c'est là qu'apparaît l'industrie du tutorat privé. La pression sur les familles est immense. On court d'un examen à l'autre avec la peur au ventre que notre enfant ne se fasse pas choisir et se retrouve dans rien. Pourquoi on s'inflige ça comme société? Il était évident pour nous d'aller à l'école de quartier pour la proximité, pour le transport actif, pour rester dans notre communauté. Sauf que même là, la ségrégation existe. Il y a 2 programmes sélectifs qui exigent des examens d'entrée et des frais supplémentaires. J'ai quand même poussé mon aîné vers un 2. Le finalement quitté en secondaire 4. Il me disait « Papa, je suis tanné d'être tout le temps avec les mêmes personnes. Je veux rencontrer d'autres mondes. » Parce qu'il avait besoin de retrouver un peu l'unicité sociale, de sortir de l'entre-soi. Parce que les jeunes dans les programmes sélectifs ne se mélangent pas aux jeunes du régulier.
Le meilleur exemple, c'est le voyage scolaire. Les projets sélectifs partent en Europe. Les jeunes réguliers, rien. Donc, l'expression école à 3 vitesses, je pense, ça décrit très bien la structure de notre système, privé subventionné, public sélectif et public ordinaire. Donc, au final, la filière où l'enfant se retrouve ne dépend pas vraiment de lui, mais plutôt de la grosseur du portefeuille de ses parents et de leur capital culturel. La conséquence la plus grave, c'est la concentration des élèves vulnérables dans les classes régulières. On prive ainsi la moitié de nos jeunes au Québec de la mixité et de l'émulation dont ils ont cruellement besoin, les tirant vers le bas. Avec une telle structure, notre taux de décrochage n'a rien de surprenant. Donc, ces constats ne rendent-ils pas ce système de plus en plus difficile à défendre, sans ressortir un certain malaise? Donc, en tant que nationaliste, je considère que l'éducation est le socle de notre culture commune et surtout de notre cohésion sociale. Notre petite nation francophone en Amérique du Nord, si elle veut survivre en français et s'émanciper, doit permettre à tous les enfants de développer leur potentiel et doit favoriser l'adhésion à une langue et une culture commune. Présentement, notre système d'éducation à 3 vitesses fragmente les fondations de notre nation et ne répond pas à sa mission de socialisation essentielle à l'intégration des nouveaux adultes. Donc, pour y arriver, on doit, selon moi, revenir au principe de la révolution tranquille et faire de l'éducation un bien collectif. Sortons de nos chambres d'écho et asseyons-nous tous ensemble à la table lors d'une commission nationale sur l'avenir de l'école publique québécoise afin que le Québec se dote d'un système d'éducation le plus équitable possible. Comme l'ont démontré la Finlande et l'Estonie, les systèmes d'éducation qui offrent une chance égale à tous sont les plus performants. Donc, je terminerai avec une citation de Guy Rocher. Une nation doit avoir la fierté de son école publique et pour cela, la valoriser, elle et celles et ceux qui la font, la porter comme un bien national, si l'on peut rêver du Québec des années à venir, de ce genre de société que j'aime avoir à l'esprit. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, à quelque part, j'ai synthétisé en 5 arguments la position contre l'école à 3 vitesses. La recherche nous amène souvent à poser des constats nuancés, mais mon constat sur l'école à 3 vitesses, je vous le dis, il n'est pas nuancé. Donc, voici mes 5 arguments contre l'école. L'école à 3 vitesses, premièrement, fait en sorte que le Québec est désormais considéré comme l'un des systèmes scolaires les plus inégalitaires au Canada. Donc, une perspective nationaliste, il n'y a pas de quoi s'en vendre. Le Conseil supérieur de l'éducation, en 2016, a en est venu à la conclusion que le Québec est l'un des systèmes les plus inégalitaires, notamment en raison de la ségrégation scolaire, culturelle et pratique. Donc, 2016, ça fait quand même plus de 10 ans que le Conseil supérieur de l'éducation nous a envoyé un sérieux signal. Deuxième argument contre l'école à 3 vitesses, l'école à 3 vitesses vide le secteur régulier de ses effectifs et nuit aux résultats des élèves du secteur régulier. Déjà, en 2021, les risques calculaient que 44% des élèves fréquentaient soit une école privée ou un programme particulier de l'école publique, mais déjà, à la même époque, une étude réalisée sur 1000 étudiants québécois avait démontré qu'en fonction de leur groupe classe, un élève, ou plutôt 2 élèves avaient des profils scolaires et socio-économiques semblables, très similaires, vont réussir de manière différente. En fait, l'élève qui est placé dans une classe du régulier, souvent, va avoir des résultats en mathématiques 14% inférieurs à un élève qui est placé dans un groupe particulier ou dans une classe d'école. Troisième argument contre l'école à 3 vitesses, l'école à 3 vitesses réduit l'accessibilité aux études. 76% des programmes particuliers de l'école publique impliquent des frais pour les parents. On parle de frais qui tournent autour de 1 200 $ par année. Plusieurs familles n'ont pas les moyens de payer 1 200 $, ne serait-ce que pour l'éducation, pour le surplus d'éducation. Certains programmes vont jusqu'à 10 000, 12 000. Le programme qui demande le plus cher pour l'école publique, c'est un programme qui demande 14 000 $ de frais aux gros-parents, c'est un programme d'équitation. Du côté de l'école privée, ben, les tarifs pour l'inscription varient entre 3 000 et 5 000 $ pour le privé subventionné et ça peut aller au-delà de 10 000 $ pour le privé non subventionné. Donc, vous voyez, l'école à 3 vitesses, c'est une école qui est payante et c'est une école qui n'est pas accessible à tout le monde.
Quatrième argument contre l'école à trois vitesses, l'école à trois vitesses, elle réduit la mixité sociale. Elle concentre les élèves qui réussissent mieux et les sépare de ceux qui réussissent moins bien. Plusieurs recherches de l'Université de Sherbrooke ont démontré que les élèves défavorisés, les élèves issus des milieux défavorisés et surtout des élèves à besoins particuliers, ce qu'on appelle les élèves HDA, se retrouvent massivement dans les programmes réguliers et on en retrouve une minorité du côté des programmes de l'école privée et des programmes particuliers. Évidemment, oui, il y en a dans les programmes particuliers, il y en a dans l'école privée. Et très majoritairement, les élèves défavorisés HDA se retrouvent du côté de régulier. Cinquième et dernier argument contre l'école à trois vitesses. L'école à trois vitesses, ça constitue un recul important en termes de démocratisation de l'éducation et c'est une véritable trahison du rapport parent. Notamment pour cette raison que, M. mentionnait ici, que l'éminent sociologue Guy Rocher, l'un des auteurs du rapport parent, tire maintenant à bout les rouges sur l'école à trois vitesses et a décidé d'en faire son combat de fin de vie. Son place là, dans le contexte du rapport parent, le rapport parent arrive dans une situation où dans les années 60, il y a seulement 13% des élèves francophones qui terminent leur 11e année, alors que 36% des anglophones ont leur diplôme. C'est une situation où seulement 3% des francophones ont accès à l'université, tandis que 11% des anglophones, eux, ont déjà accès à l'université. Le rapport parent, il amène une logique de démocratisation par l'accessibilité et par la mixité sociale. Et le triomphe du rapport parent, ça va aller à la scolarisation et la diplomation massive qu'on a vu durant les années 70 et 80. Donc de 60 à 85, on passe un taux de diplomation secondaire de 14% à 72%. Le rapport parent, c'était l'un des plus beaux outils, l'un des plus beaux documents, l'une des plus belles politiques qu'on a eues au Québec. C'est ce qui nous a permis d'entrer dans la modernité, c'est ce qui a permis au Québec de doter d'un système d'éducation moderne. Et ça s'est fait dans un climat progressiste où l'école publique s'est affirmée. Malheureusement, je termine avec ça. La modernisation qu'on a connue dans les années 90, elle s'est faite dans un contexte néolibéral qui a plongé l'école publique dans une véritable crise d'identité et l'a amené à imiter l'école privée. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'elle reproduit désormais ses gestes. Donc, merci. Merci tout le monde. Écoutez, je vais commencer en parlant de la question du modèle. On a oublié d'en avoir avec l'industrie adulte sur une recherche sur la question qui vise en fait à examiner un peu tout ce narratif-là qu'on entend sur la question de la fameuse école à trois vitesses. Moi, je la mets en guillemets comme la fameuse ségrégation scolaire aussi en guillemets. Parce qu'en fait, au Québec, c'est un modèle qui est pluraliste. C'est-à-dire un modèle où l'État va donner des traités avec un programme de formation de l'école québécoise que tout le monde est tenu de respecter, va gérer certaines écoles dans le réseau public. Mais il faut aussi subventionner d'autres écoles autonomes qui peuvent dispenser de l'enseignement aussi. Ça, il y a quelque chose de sain là-dedans, parce que je pense pas qu'on a besoin d'un système de politique où c'est seulement, par exemple, le public qui fait de l'éducation. On a quand même un socle commun qui vient dans le programme, mais plusieurs sont capables d'enseigner ça avec des sensibilités différentes, avec des programmes différents aussi. Je pense qu'il faut commencer aussi en parlant du Conseil supérieur de l'éducation. Je pense que M. Fortin a mentionné dans le rapport de 2016. Beaucoup de gens qui ont la position qui est la sienne le mentionnent. Peu de gens rappellent que le Conseil supérieur de l'éducation a publié un erratum après. C'est pas vrai que le système québécois était le plus égalitaire au Canada à cause de toutes sortes d'études académiques sur la question. C'est sûr, si on cite le rapport de 2016, il faut quand même citer l'erratum de ça de l'étude après. Bon, maintenant, donc, sur la question du modèle. Un modèle pluraliste, c'était dans le rapport parent. Fait que ça, c'est comme un peu tout le débat qu'on a quand on parle de la production tranquille, bon, qu'est-ce qu'il y en est de tout. Mais il faut dire que les écoles privées, les écoles autonomes sont de beaucoup antérieures aux écoles publiques au Québec. Ce qu'on s'appelle, bon, moi j'ai la chance d'avoir diplômé au secondaire du Collège Saint-Anne-Garnier, ancien collège de Jésuites, qui est la première institution d'enseignement de l'Amérique, probablement fondée un an avant Harvard. Donc, qui est certainement quelque chose qui a un bagage, effectivement, qui a une tradition d'enseignement. Et d'ailleurs, dans le rapport parent, on le reconnaissait sur que les institutions privées du Québec ont une tradition d'enseignement, sont souvent appréciées, ont une tradition d'excellence qu'on reconnaissait, et donc on voyait la pertinence qu'elle soit inclue dans le réseau scolaire, qu'elle soit subventionnée en partie, et ça n'était pas contre l'ensemble de le reste du réseau que d'avoir certaines institutions aussi qui, oui, ont une tradition, oui, ont un bagage, peuvent opérer de manière autonome. Moi, je pense que toute la question du pluralisme, il faut la penser aujourd'hui à la lumière du pluralisme qui existe chez les enfants.
Parce que moi, c'est toujours ça, j'ai de la misère. Et on s'entend quand on parle d'école à 3 vitesses, il y a un présupposé là-dedans. Si le terme est chargé aujourd'hui, c'est parce qu'on sous-entend que ça serait mauvais, qu'il y a plusieurs options d'enfants. Moi, je ne vois pas le problème là-dedans, dans la mesure où, si l'alternative, c'est effectivement une seule vitesse pour tout le monde, je pense qu'il y a n'importe qui a des enfants qui en connaît, qui a déjà été un enfant. La plupart d'entre nous, n'est-ce pas? On sait que souvent, il n'y a pas juste un modèle qui peut convenir tout le monde. Moi, des fois, je me dis, si je n'avais pas eu toutes les options que j'ai eues, que ce soit même au primaire public ou au secondaire, si on n'avait pas ces options-là, ces différents cheminements, ces différents programmes, je pense effectivement qu'il y a des gens qui s'arrêtent de décrocher. D'ailleurs, c'est pour ça que les programmes sont arrivés. La question des coûts en est une, mais la question de l'existence des cheminements particuliers, moi, je pense qu'en soi, c'est quelque chose de positif qui est venu dans le réseau. Et je pense qu'il faut le dire aujourd'hui quand même, d'où sont venus les cheminements particuliers. C'est beaucoup du privé. Qui ça, d'ailleurs, même les profondeurs de l'école à Courtès, entre guillemets, le reconnaissent. Et l'enjeu, c'est que là, on est arrivé au moment où, au public, aujourd'hui, on a la majorité des élèves secondaires qui sont dans des cheminements particuliers parce que ça motive, parce que les gens le veulent. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'est étendu au public. Et d'ailleurs, même Québec solidaire est tendu à dire qu'on va abolir le régulier plutôt que d'abolir les programmes particuliers. Et moi, je vois quand même une contradiction intéressante dans la mesure où on voit une innovation qui, oui, est une privée, a été ensuite répandue au public parce que la demande le voulait. Et là, on est au moment où même ceux qui critiquent ça sont plus capables de dire qu'il faudrait arrêter pour mettre tout le monde dans la même classe. Parce que les gens sont plus là. Effectivement, je pense que pour moi, un réseau qui répond aux besoins en éducation aujourd'hui doit prendre en compte la pluralité fondamentale des étudiants. Il doit avoir des options diversifiées qui sont capables de répondre à cette diversité de besoins-là. Parce que, autrement, si on va contre ce pluralisme-là qui existe chez les enfants, je ne suis pas certain qu'on les sert. Puis moi, le projet, par principe, d'avoir une seule option pour tout le monde, je l'adapte. Je pense qu'aujourd'hui, si on n'a pas un réseau pluraliste, on va manquer la société pluraliste, les enfants pluriels qui demandent le modèle culturel. Alors, on a juste précisé la FEEP, la Fédération des établissements d'enseignement privé, donc la Centre avec la Directrice générale. Merci pour vos présentations. J'allais dans le même sens que vous en racontant peut-être une histoire. C'est comme ça mon parcours, parce que vous allez voir que c'est étonnant, peut-être que j'occupe les fonctions actuelles. Donc, moi, je suis une enseignante de mathématiques au secondaire, enseignée autant au public qu'au privé, dans un centre de service scolaire, une commission scolaire, à l'époque, ça va être mon âge, mais une commission scolaire plutôt régionale, même où on accueillait les enfants, les fermiers. Et par la suite, là, en région métropolitaine, donc j'ai eu cette chance-là, j'ai enseigné dans un collège unisexe et dans des écoles publiques mixtes. J'ai été aussi par la suite directrice d'école au public et au privé, dans des écoles où c'était même des écoles où on accueillait des élèves qui avaient des déficiences intellectuelles moyennes à sévères et ou d'autres classes spécialisées avec des élèves qui ont le spectre de l'autisme ou des besoins particuliers. J'ai aussi été directrice dans une école privée, donc directrice générale d'une école privée. Et tout ça dans un milieu religieux, laïque aussi, dans des écoles plutôt internationales. Bref, tout ça dans 5 écoles différentes. Donc, subventionné, non subventionné. J'ai pas tout vu, mais j'en ai vu beaucoup. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un élève, c'est un élève, soit au privé, soit au public, il y a des besoins, tous les élèves ont des besoins particuliers. Donc, j'abonde dans le même sens en disant qu'à mon avis, plus il y a de vitesse, d'ailleurs sorti dans les médias en disant l'école à venir, il y a une vitesse, plus il y a de vitesse, mieux c'est. Ceci étant dit, pourquoi j'en représente les écoles privées? Pas parce que les écoles privées sont meilleures, pas parce qu'elles sont moins bonnes, c'est parce que c'est une autre option. Moi, je crois à un système d'éducation au Québec, il y en a un seul. On est chanceux, c'est un excellent système d'éducation. Effectivement, c'est là où on retrouve le plus petit écart entre les élèves les plus forts et les élèves les plus faibles. C'était ça, l'Ératom, qui a repris le Conseil supérieur d'éducation. On a corrigé justement leur propos à l'effet que c'était un système universitaire. On a un système qui a beaucoup de services et beaucoup d'options. Malheureusement, dans les médias, souvent, on voit ce qui ne fonctionne pas, mais pour avoir travaillé plus de 28 ans dans le système, je peux vous dire qu'il y a des belles choses qui se passent partout dans nos écoles. Alors, je veux toujours revendiquer l'école, la meilleure école pour chacun de nos enfants.
Alors, privé, pourquoi elle sa place? Mais parce qu'il vient offrir une option, mais aussi parce qu'il permet un financement accru d'écoles publiques. Hein. On pense souvent que le privé va voler de l'argent public. Pas vrai du tout. Une école privée ne reçoit pas d'argent. C'est l'élève qui fréquente cette école-là qui apporte l'argent à l'école. Puis il y a un aspect financier. On va prendre une seconde parce que vous avez parlé d'autres aspects, mais j'aurais parlé un peu couper l'herbe sous le pied en parlant de tous les projets d'innovation, mais je vais prendre une seconde pour parler d'argent. On l'aura fait pour la soirée. Là, mais un élève qui va au privé apporte dans son petit sac à dos un montant équivalent, puis je vais arrondir à ce 5, là, comme vous dites en prof de maths, à peu près 6 000 $. Mais pour scolariser un élève au Québec, ça coûte environ annuellement 15 000 $. Donc, il y a un manque à gagner là, pour chaque élève qui fréquente une école privée subventionnée de 9 000 $. Qui paie ce 9 000 $-là? Ben, vous l'avez dit, en partie le parent, effectivement, et en partie, d'autres sources de revenus. Les fondations, les partenariats, les vacations de salle, bref, les congrégations religieuses pendant un très long moment. Toute autre sorte de revenus là, fait partie de ce 9 000 $. Ce qui veut dire, en fait, qu'on fait économiser à l'État pour chaque élève qui fréquente une école privée subventionnée 9 000 $ par année. C'est 133 000 élèves qui fréquentent nos écoles dans la PF, parce qu'au total, c'est près de 140 000 élèves qui fréquentent l'école privée, dont la majorité de privés subventionnés. Prenant la langue, c'est 1 milliard d'économies à l'État annuellement. Et ça, c'est sans parler des infrastructures. Donc, quand je vois un système qui devient un système à une vitesse, une voie, une offre, un système homogène, et en toute transparence, là, on va dire les vraies choses, on n'a pas le moyen de se l'offrir. Parce qu'il faudrait ajouter à ce milliard-là le rachat de tous les immeubles, mais aussi toutes les dettes que ces collèges privés-là ont, les hypothèques, etc. Bon, on a parlé d'argent. C'est pas mon argument, puis je ne l'aurais pas amené d'emblée, mais là, comme vous me coupez l'herbe sous le pied, je me dis, on va en parler, là, puis j'aurais l'air dans mes chambres qui parlent d'argent, mais bon, je vais vous demander, puis m'excuser. À travers tout ça, vous l'avez dit, il y a une situation d'argent, puis moi aussi, ça me désole de voir que ces écoles-là où les programmes ne sont pas accessibles pour tous les élèves. On parle de la plupart du temps des classes modestes et autres classes sociales qui peuvent accéder au privé. Ceci étant dit, c'est un système qui fonctionne. L'idée de l'éliminer d'emblée fait en sorte que ça sera encore pire, parce que là, on limiterait à des écoles non subventionnées, ce qui fait qu'il y a une seule classe sociale qui pourrait se permettre ces écoles-là au Québec. Et donc, on fait encore plus, ou en fait, là, on pourrait commencer à parler de ségrégation scolaire. Là, on a quand même une certaine mixité. Et très peu de sélection. Vous seriez très surpris de voir à quel point l'école privée ne sélectionne plus. On parle souvent des mêmes écoles qui, eux, ont un projet pédagogique académique, où on a des élèves, comme le dirait le président de l'organisation, qui aiment surligner dans le texte, écrire un mot à côté du paragraphe. Tu sais, c'est du monde là, qui aime ça, l'académie. Effectivement, les écoles, un peu comme les écoles internationales là, qui sélectionnent tout autant, là, effectivement. Pour les autres écoles, là, je peux vous dire que de plus en plus, c'est première année comme service. En région, les classes sont même pas pleines dans les écoles privées. Et même que ça nous a amené à nous revoir notre stratégie en termes de, justement, d'offres pour venir bonifier ce qui peut s'offrir dans le réseau, en étendant nos demandes, nos requêtes auprès du ministère de l'Éducation et auprès du gouvernement, parce qu'on voudrait pouvoir offrir la chance à des élèves qui ont des difficultés importantes d'adaptation, d'apprentissage, qui ont un handicap, de fréquenter ces écoles-là. Donc, ce n'est pas sans surprise que d'aller voir notre déploiement auprès des partis politiques pour qu'on puisse enfin avoir un double permis. Parce que contrairement aux écoles publiques, les écoles privées n'ont pas le droit d'accueillir des élèves HD là. Donc oui, les élèves à temps d'intervention, on en a beaucoup, un élève sur 4 à un temps d'intervention privé. Mais on n'a pas le droit d'avoir d'élèves, on n'a pas le droit d'avoir une voie particulière avec des bulletins modifiés. Là, je ne parle pas d'une matière, je parle d'un bulletin modifié là, sur un programme qui nous permet de répondre à une clientèle qui aurait ces besoins-là. Or, on a les capacités, on a les locaux et tout. Donc on peut justement, c'est pour ça que ce genre de débat-là, ce genre de discussion-là est nécessaire parce que souvent, on rattache autant au secteur public qu'au secteur privé des mythes qui persistent à travers les années au lieu de voir ça comme une occasion justement de mettre toutes nos forces en commun et d'être le plus clair possible d'un réseau d'éducation unique, à une vitesse, mais qui a une offre de service peut-être beaucoup plus pluraliste pour pas prendre compte. Merci.
Merci. La question dont on doit débattre ce soir est complexe. Ce que je tenais à amener dans ma conversation, 2 jours de contact avec vous, la première, c'est l'idée que derrière tout ça, il y a des questions philosophiques. Parmi ces questions-là, il y a l'autorité d'éduquer. À qui elle revient? Est-ce que l'autorité. Excusez-moi, est-ce que le micro fonctionne? C'est juste pour la diffusion. Si vous pouvez parler juste un petit peu plus fort pour les gens dans la famille. La première question, c'est l'autorité d'éduquer. À qui revient-elle? Est-ce que c'est privé? Est-ce que c'est à l'État? Est-ce que c'est à l'État contre du privé? Est-ce que c'est à la famille? Parce qu'on doit permettre l'éducation au lycée. Est-ce que vous vous rendez compte que les questions qui sont posées ici? Il y a une question d'éducation elle-même. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment vous le définissez? Qu'est-ce qu'on fait à l'école? Comment on le fait? Pourquoi? Et troisième question, immense, la justice sociale. Quelle incarnation de la justice on trouve là? Or, il se trouve que ces questions-là, les philosophes ont un mot pour les décrire, ce sont des concepts qui sont par essence débattables. C'est-à-dire des gens intelligents et informés peuvent avoir des opinions différentes là-dessus. Ce soir, vous allez en entendre des opinions différentes là-dessus. Ce sont des concepts par essence débattables. Comment on sort de ce genre de débat-là? Et une solution lorsqu'il s'agit d'appliquer les politiques, c'est qu'on cherche un consensus social le plus large possible. Et c'est pour ça que moi, depuis longtemps, depuis des années, je suis partisan d'une commission parents 2.0 pour aller chercher ce que le peuple veut. Lorsque cela se tiendrait, moi, je défendrais les idées suivantes, en espérant qu'elles pourraient faire consensus. Premièrement, le modèle actuel qu'on trouve en ce moment, c'est un modèle empiré de ce qu'on a permis d'exister après la commission parents. La commission parents faisait face à une situation particulière qui est importante de rappeler. Il y avait devant eux des choses qu'on conteste aujourd'hui avec raison, mais il y avait aussi des choses admirables, comme les collèges classiques, par exemple. Il n'y avait pas des choses absolument horrifiantes. Il se passait là des choses très belles, il se passait là des choses intéressantes. On a fait un compromis. On a installé le système public, on a permis l'existence du public. Je pense que la situation a beaucoup changé depuis l'époque où ça s'est fait et qu'aujourd'hui on se trouve devant une nouvelle situation. Deuxièmement, je rappellerai, moi, dans un débat comme celui-là, que l'éducation publique telle qu'on la conçoit en Occident, largement, c'est un héritage du siècle des Lumières. C'est un héritage de cette idée d'instruction publique contrôlée des penseurs du siècle des Lumières. Elle confie à l'école. L'école avec une triple mission. La première, socialisation et citoyenneté. La deuxième, transmission des savoirs. La troisième, qualification ou préparation de la qualification. Notre école à 3 vitesses actuelle, selon moi, met à mal ces 3 finalités. Cette école, premièrement, ne favorise pas beaucoup la socialisation et la mixité, la préparation de la citoyenneté. Cette école, ensuite, nourrit l'inégalité des chances, alors que l'école ne favorise. Ensuite, prépare à des parcours qui sont plus intéressants et plus rentables pour un certain groupe de la population. Ceci, me semble-t-il, est inacceptable. Et récemment, ça a été encore aggravé par la composition de la classe par l'immigration. Le refus des données probantes dans l'éducation, c'est le deuxième thème dont je vais absolument parler, qui fait beaucoup de mal parce que pour lutter contre l'inégalité des enfants arrivant à l'école, une des solutions, c'est le retour aux données probantes et on ne le fait pas systématiquement. Troisièmement, cette école reproduit l'inégalité des chances, reproduit les inégalités. Et en ce moment, on vit une situation où il y a un retour du religieux qui exige une réaffirmation forte par l'État du principe de la laïcité dans l'école publique. Si on accepte ça, la commission parents devrait conclure, je pense, des choses que je viens de dire. Ça demandera beaucoup de débat, beaucoup de courage. Ça demandera d'écouter les positions adverses, on le voit ce soir. Il y en a qui sont raisonnables. Je reconnais qu'il y a des arguments intéressants sur lesquels je vais discuter. Mais on aura à ce moment-là une école publique laïque pour tous. Une école privée non subventionnée et qui suit le programme, le curriculum de l'école québécoise. Une école utilisant des données probantes pour favoriser les inégalités des chances. Une école préparant la citoyenneté et transmettant une culture commune. Et finalement, une école, je tiens à le dire aussi pour répondre à certaines interventions qui ont été faites, qui me semblent raisonnables,
une école où on trouve de la diversité, où on nourrit la diversité, en espérant que tout ça va devenir un débat social important au Québec lors d'une commission parlementaire. Bonjour, merci Virginie pour l'occasion. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Mon allocation va se diviser en deux parties. La première, c'est de parler du modèle actuel. La deuxième, c'est comment on peut l'améliorer en misant sur la liberté, notamment des parents. Dans un premier temps, on a entendu le financement de l'État est partiel, à tout moins il est présent également pour le secteur privé, ce qui permet de rendre accessible davantage l'école privée pour une plus grande classe. Une plus grande quantité de personnes, je devrais dire, notamment la classe moyenne, qui certes doit également faire preuve peut-être de certains sacrifices, voyager une fois ou 3 ans, une fois par année, mais qui peut choisir d'envoyer son enfant dans une école privée. Et ça, je pense que c'est une bonne chose parce qu'en plus de ça, ça permet de sauver $1 milliard à l'État. Concrètement, dans un déficit projeté de 8,6 milliards de dollars au Québec pour l'année 2026-2027, c'est assez difficile de dire non à ça dans un contexte depuis l'arrivée de la coalition Avenir Québec, une augmentation de 50% des dépenses en éducation. Maintenant, je pense également, et ça a été dit un petit peu plus tôt, que le privé a permis aussi de mettre, et de façon insuffisante, je dois dire, une forme de mécanique de concurrence, à savoir qu'il y a eu l'émergence des programmes spécialisés qui permet maintenant de concurrencer, d'être très attractif pour les élèves. Les parents se disent, c'est intéressant, mon jeune maintenant peut aller au pays, peut aller au linguistique, peut aller en sport-études, et donc on a un mécanisme de concurrence, mais il n'est pas assez là. On doit mettre davantage d'emphase sur le mécanisme de concurrence pour que les parents puissent prendre vraiment les choix qui sont en adéquation avec leur enfant, parce que personne d'autre que les parents qui connaissent aussi bien leur enfant. Et donc, ils doivent avoir le choix, ce qu'on appelle en anglais le school voucher, en français le bon d'éducation. On le voit dans plusieurs pays, notamment la Suède, qui est allée d'avant dans les années 90 avec ce qu'on appelle le système de school voucher, qui a, depuis les années 90, vu une augmentation franchement importante des élèves dans le secteur indépendant. On était en bas de 10%, puis on proposait une qualité scolaire attractive pour les parents. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que de plus en plus d'élèves, les parents, en fait, on dit, mon élève va aller à ce type d'école-là, et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est aux alentours de 30%, donc c'est une augmentation de plus de 20 points de pourcentage, c'est substantiel. J'ai également un bon collègue, Vincent Gélozo, dans la salle, Charlotte Vincent, qui a écrit une note économique sur la question il y a quelques années, qui est franchement intéressante. De dire, quand on regarde ce que la littérature scientifique nous dit, c'est que d'abord, il y a une corrélation positive en matière de développement cognitif pour les enfants lorsqu'on a le choix pour les parents, lorsqu'on dit, voici un bon d'éducation qui consiste essentiellement à dire, le prix moyen d'environ 15 000 $, comme Mme Gay a dit un petit peu plus tôt, vous avez accès à cet argent-là pour envoyer votre enfant dans une école publique, dans un charter school, dans une école privée sans but lucratif, dans une école privée avec but lucratif. Bref, cet argent-là est disponible pour vous. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une augmentation de la qualité des notes, de la qualité des résultats académiques, mais c'est aussi en parallèle qu'il y a une augmentation, sinon une amélioration, sur le plan non cognitif. On peut penser à la santé mentale. On peut également penser au fait qu'il y a une diminution de l'intimidation. Parce que dans un contexte où il y a une concurrence entre les écoles, où les parents peuvent choisir que si ça ne fonctionne pas dans l'école A, on va aller dans l'école B. Que ce soit une école publique, que ce soit une école indépendante, que ce soit une école publique sous charte, peu importe, ça fait en sorte que si vous ne faites pas attention à votre monde, une fois est avarié, l'élève va changer d'école. Donc, il y a un cercle vertueux qui est dans la littérature et qui démontre très concrètement qu'une baisse de l'intimidation. Autrement dit, cette approche-là du school voucher, du bon d'éducation, si on restait en français, c'est une bonne approche parce qu'elle permet justement la liberté des parents. Et encore une fois, j'ai mis parce que c'est central, le soir à 18h30 à 19h, quand vous êtes autour de la table, c'est vous qui avez votre enfant, c'est vous qui savez si c'est le sport, l'informatique, l'art dramatique qui le tient motivé à l'école. Et donc, dans ce contexte-là, c'est à vous de choisir où il va aller au ministère de l'Éducation à Québec. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On va donner la chance, je vois que vous preniez des notes ou mentales chacun, mais je vous laisse attendre de commencer le tour de réplique pour nuancer ou compléter ou renchérir. Peut-être juste un aspect là, qui est mentionné, on parle beaucoup de libre choix des parents. Ce choix-là n'est pas réel. Il n'y a pas tous les parents qui ont ce choix-là. Ça peut être la barrière de la langue, ça peut être la barrière financière, ça peut être
des parents qui ne connaissent pas le système d'éducation au Québec, comment il fonctionne, ça peut être des nouveaux arrivants. Donc, c'est un faux libre choix. Puis, ultimement, ce qu'on se réalise au Québec, c'est pas tant les parents qui ont le choix, c'est les écoles qui finissent par choisir leurs élèves. Donc, ça, c'est une chose que je voulais peut-être nuancer un peu. Le pluralisme, tout à fait d'accord, on est une société pluraliste, les enfants ont des besoins pluralistes. Donc, il faut trouver une façon que le système d'éducation puisse offrir ça à tous les élèves, pas seulement ceux qui ont un gros portefeuille, seulement ceux qui savent naviguer dans ce système concurrentiel et ce marché scolaire. Je pense qu'on se doit collectivement de trouver des solutions pour tous. On parle beaucoup d'économies d'1 milliard, ça. Si on regarde l'Ontario, 5% des écoles sont privées. Le reste ne sont pas financées par l'État. Donc, si on fait un portrait au Québec où 5% des écoles demeureraient privées et le reste deviendrait des écoles autonomes conventionnées, par exemple, ben, l'État gagnerait, selon certaines études, 100 millions de dollars. Donc, c'est pas vrai que le privé nous ferait sauver de l'argent. Le privé, moi, pas partout, mais dans les grands centres, écrème les meilleurs éléments. Je l'ai dit, 35% des amis de mon garçon sont partis au privé. Donc ça, je nuancerai un peu le 1 milliard, mais je suis convaincu, tu sais, bon, moi, j'ai fondé École Ensemble en tant que parent. On a une proposition qui sort un peu de l'ancienne proposition de nationaliser les écoles privées. C'est de faire en sorte de créer un réseau commun d'écoles conventionnées, donc des écoles privées, qui pourraient garder leur conseil d'administration, garder leur équipe école innovante, mais ils ne pourraient plus sélectionner leurs enfants. Ils répondraient aux besoins des enfants de la communauté, comme les écoles publiques. Donc ça serait peut-être une option à réfléchir. C'est un peu les notes que j'ai prises. C'est parfait, on va essayer de garder ça court. C'était un peu long. Non, c'est parfait. Je le dis pour la suite. Quelques petites choses. Le Conseil supérieur de l'éducation, oui, a nuancé, mais n'a pas renversé sa position. Le Conseil supérieur de l'éducation considère encore qu'on a un système très inégalitaire. Il a juste minimisé sa formulation parce qu'il y a eu beaucoup de critiques par rapport à. Alors, disons que donc la réaction politique n'a pas été particulièrement appréciée lorsque son étude est sortie. Mais demandez encore aux gens qui ont fait l'étude, ils vont vous dire que le système d'éducation québécois, la conclusion récente, c'est un système inégalitaire. Au niveau du pluralisme, je n'ai pas de problème avec l'existence de l'école privée, mais pourquoi en tant que contribuable, il faut que je la finance? Pourquoi il faut que je la subventionne? Donc, l'école privée peut bien exister, et elle existe dans 5 provinces canadiennes sans être subventionnée. Donc, elle continue d'exister au Québec. Mais en tant que contribuable, on n'a pas à la financer. Donc, c'est une question de principe. Moi, je ne vois pas le principe de l'existence de l'école privée, mais on n'a pas à la financer comme contribuable. Et aussi, au niveau de la pédagogie, c'est pas les structures qui changent la pédagogie. On peut avoir des pédagogies différenciées tout en étant régulier ou privé. Oui, les enfants sont différents, mais ce n'est pas les écoles, les structures qui font en sorte qu'on va s'adapter aux enfants, c'est le pédagogue. Donc, c'est d'avoir une pédagogie adaptée aux enfants, c'est pas d'avoir plusieurs formes d'école. C'est pas parce qu'on a 5 types d'enfants qu'on a 5 types d'écoles. Donc, il faut avoir une pédagogie adaptée aux enfants, c'est pas les modèles qui doivent être adaptés aux enfants. Puis, dans la Suède, parlons-en, la Suède et la Finlande, c'est des cas très intéressants à comparer. La Suède, au début des années, dans les années 2000, on s'est lancé dans le school choice, la liberté, le marché scolaire, embarqué dans la logique du marché scolaire. Et la première conséquence pour la Suède, ça a été une diminution des résultats aux tests internationaux du PISA. Donc la Suède a encaissé un sérieux recul en termes de performance de ses étudiants et étudiantes aux tests internationaux du PISA. Et ce qu'on a ciblé en termes de cause, notamment la question des écoles privées subventionnées, les mécanismes de marché scolaire. Et à l'autre spectre, on a la Finlande qui a fait l'inverse, qui elle a minimisé la concurrence, a minimisé les outils de marché, et la Finlande s'est maintenue beaucoup plus acceptable.
La plupart des pays ont encaissé des reculs au niveau des tests PISA, notamment après la pandémie. Si on prend le cas de la Finlande et la Suède, la Finlande est devenue, les élèves finlandais sont devenus beaucoup plus performants. Et dans les analyses qui sont faites, c'est notamment les choix politiques faits en Suède pour le libre choix qui sont encore au fond. Moi, je ne m'inspirerais pas du tout de la Suède. Pour répondre à certaines choses qui ont été proposées, d'abord, moi, ça me fait un peu sursauter quand on traite les parents qui envoient leurs enfants dans les cours autonomes comme si c'était pas des contribuables eux-mêmes. En fait, c'est des gens qui payent déjà de l'impôt au même titre que leurs voisins, mais qui font le choix de payer pour 55% de l'éducation de leur enfant, en plus de ce qu'ils payent déjà d'impôt. Rendu là, de leur en donner un petit peu par rapport à ce qu'ils payent déjà, il me semble que c'est un peu la moindre des choses. Sur la question de est-ce qu'il y a vraiment un lien entre la pédagogie qui est adaptée et la structure, moi je me demande alors pourquoi est-ce que les programmes particuliers sont nés au public? Pourquoi est-ce que les syndicats d'éducation se sont battus se battent encore contre les programmes particuliers? S'il n'y avait aucun lien avec la structure, je pense que ce genre d'état de fait-là et la simple genèse de ces programmes-là ne serait pas celle qu'elle a déjà. Maintenant, je rejoins quand même M. Bergeron sur quelque chose. D'abord, sur la réforme, sur le fait que les données de pouvoir sont importantes, j'ai un admirateur de son travail là-dessus, et aussi sur la question de la préoccupation pour une école commune. Parce que ça peut exister, même s'il y a des structures qui sont différentes. Au Québec, à la différence de l'Ontario, par ailleurs, les écoles privées, du moment qu'elles sont subventionnées, doivent faire appliquer le programme de formation de l'école québécoise. Ça, je pense que c'est important pour avoir un réseau qui a une certaine unité, effectivement, d'avoir un programme de formation qui doit être appliqué, peu importe le réseau. Ça, c'est fondamental. Je pense que c'est un inquiétant au Québec. Et c'est là qu'on peut se poser la question aussi. Quand l'État subventionne, il peut demander des comptes. Il peut demander de faire appliquer un programme. Mais à partir du moment où vous avez zéro soutien, là, c'est sûr que ça devient plus difficile de dire vous allez faire ça en contrepartie. D'ailleurs, c'est pour ça que de comparer le modèle ontarien au modèle québécois, c'est très, très, très difficile, notamment pour estimer le nombre d'enfants qui peuvent rentrer au privé. La raison suivante, quand on regarde le portrait des écoles privées en Ontario, c'est pas des écoles, d'abord des grandes écoles comme c'est le cas au Québec, avec plusieurs centaines d'enfants. Souvent, ils sont très, très, très petits, on a sorti un papier là-dessus. Chez Cardus, souvent, c'est des écoles qui vont tendre à être des écoles communautaires, qui vont être gérées avec beaucoup de passion, mais avec très peu de moyens. Donc, c'est vraiment un réseau qui est difficile à comparer à celui du Québec. C'est de prendre des proportions pour penser que ce serait la même chose si on définançait. Je pense que c'est un petit peu au-dessus. Il y a une autre chose qui est quand même intéressante, parce que l'argument de la sélection, ça l'a bien chez les critiques du système pluraliste. Mais je pense que c'est intéressant aussi de regarder qu'est-ce qui est proposé par le gouvernement comme ensemble. Ça, moi, en toute sincérité, c'est une des critiques que moi j'ai le plus fort contre le projet, c'est d'interdire le choix de l'école même au public. Parce que si l'argument, c'est de dire qu'il y a des différences dans les programmes, j'en suis OK. On peut comprendre où la perception de l'égalité vient. Mais à partir du moment où on dit que les écoles publiques doivent seulement être des écoles de quartier, et vous ne pouvez pas changer d'école publique, s'il vous plaît. Et là, moi, j'ai un problème. Parce que ça se peut des écoles publiques qui ont des vocations différentes dans le cadre d'une même ville. Et à l'inverse, quand on regarde les systèmes qui sont vraiment profondément inégalitaires, profondément ségrégés, les ségrégations postales, c'est aussi quelque chose. Pour regarder pratiquement l'histoire des États-Unis dans les dernières années, voir, il y a des gens qui changent de quartier, qui changent de ville pour avoir une bonne école. Mais si effectivement on décide que toutes les écoles vont devenir des écoles de bassin, on ne peut pas changer d'une école à l'autre, par exemple à l'intérieur d'une même ville, c'est ça le genre de système qu'on va se magasiner. Et j'aimerais ça terminer avec la aide contre laquelle les gens vont choisir les écoles autonomes. Nous, là-dessus, à tous, on a fait plusieurs sondages dans plusieurs provinces. On va faire avec Québec et vous, on demandait aux parents de choisir une école indépendante. Pourquoi est-ce que c'est ça votre choix? Et la réponse numéro 1, c'était rarement, jamais, une préoccupation élitiste. C'était toujours, c'est une école qui ressemble à mon enfant. Parce que la réalité, c'est que les écoles sont différentes, les enfants sont différents. Ça va toujours exister, que ce soit au privé ou au public, parce que l'établissement a une culture propre. C'est normal, c'est la culture. Et donc, d'enlever ce choix-là, d'enlever cette option-là, je pense qu'effectivement, on va manquer quelque chose sur quelque chose qui fait partie de l'essence de l'éducation, bien que les approches de différentes, et les enfants et les philosophies qui sont différentes aussi. On aimerait que, en fait, on puisse accueillir cette pluralité-là dans le réseau, plutôt que de laisser le
Merci. Il y a beaucoup de choses qu'il dit, c'est super intéressant. Je vous rassure, M. Barjon, M. Boisgard, les écoles privées subventionnées ou non, en vertu du protocole professeur, doivent suivre le seul régime pédagogique au Québec. Donc, pour obtenir un permis d'avoir le droit d'accueillir des élèves en CE1, il faut respecter les lois et les règlements. Donc, le programme est le même, qu'il soit au public ou au privé. Et bien sûr, certaines fois, on va ajouter des heures, comme on l'a vu dans certains écoles privées qui peuvent prendre certaines couleurs. Vous avez parlé du lien avec les parents. Moi, je pense qu'il est important aussi de nommer qu'un parent qui a l'option, qui va vers une certaine école, faire en sorte qu'il y ait une adhésion en termes de valeur. Donc, la communication après entre l'équipe école et les parents est effectivement peut-être avantagée. Et les recherches démontrent qu'effectivement, il y a un impact quand il y a cette adhésion-là et que l'enfant entend seulement un discours. Donc, très important, c'est cette espèce de choix, d'option-là qui s'offre aux parents, dépendamment du point de vue, un choix d'option. Je pense que c'est très important. Il faut rappeler aussi que les écoles québécoises privées sont des organismes sans but lucratif pour presque la totalité, dans très rares exceptions qui sont à but lucratif, comme dans le domaine que vous proposez, mais ce sont des organismes sans but lucratif. Et donc, moi, je ne vois pas de marché. Moi, je vois un projet, un système, un réseau. Je ne vois pas de marché. Je vois des opportunités d'aller tester et de laboratoire d'innovation. On a parlé des PPP. Moi, j'ai envie de vous parler des portes ouvertes. Les portes ouvertes, qui est une innovation qui vient du privé, qui n'était pas dans un but de marché, c'est de faire connaître l'offre pour que le parent se rende vraiment compte de ce qui était pour se passer dans l'école, puis justement aller chercher cette adhésion-là. Les écoles publiques ont suivi et c'était très positif parce que les écoles de quartier étaient méconnues. Les parents, justement, comme vous disiez, quand il y a des grand taux d'immigration ou autre, dans les écoles, des fois, justement, les gens ne savaient pas trop à quoi correspondait le système d'éducation. Donc, c'est une belle opportunité de faire connaître notre réseau à tous. Et sur le temps passant aussi, cette nécessité-là est très grande. Mais quand vous dites les écoles privées ou les écoles publiques, les immigrants, etc., 44% de nos élèves au réseau secteur privé sont de première ou de deuxième génération d'immigrants. Donc, c'est vraiment un secteur qui accueille une très grande diversité, contrairement, comme je disais, aux mythes qu'on peut avoir qui sont associés à l'école privée, le type très académique, avec sélection et tout. Là. Donc, moi, j'ai une question, par exemple, pour justement le projet, parce que je suis très intéressée dans la vision que vous avez par rapport à l'intégration des écoles privées en termes d'écoles conventionnées. Pour moi, c'est déplacer le problème ailleurs, parce que dans un quartier, si elle existe cette école conventionnée-là, mais qui va la fréquenter? Comment on va sélectionner? Parce que dans le fond, on va faire ça qu'il y a 11,7% des élèves qui fréquentent une école privée au Québec. Donc, il y a de la place pour 11,7%, 139 000 élèves. Ces élèves-là deviennent conventionnés, donc des écoles de quartier où tout le monde peut les fréquenter. Mais il y a quand même juste de la place dans ces écoles-là pour 138 000 élèves. Il va voir qu'il y a une forme de sélection pour ce type d'école-là. Je pense qu'on ne règle pas le problème. Je ne dis pas qu'on en crée un, mais on ne règle pas le problème. Il faudra la chance de reprendre la parole, mais je me suis attardée sur ça aussi, comment ça avait été fait ailleurs. Ce n'était pas les impacts justement sur la réussite des élèves, aussi la ségrégation, l'impression de ségrégation. Merci à tout le monde pour la prise de parole. Je maintiens ce que vous dites, c'est des sujets paraissant entre les traditions depuis les points finales, des sujets intéressants sur toutes les questions. Je maintiens ça. Je maintiens aussi la nécessité d'une conversation démocratique là-dessus, une commission patente, où on dégagera un consensus. Ce ne sera pas tout le monde qui va être d'accord, mais le plus large consensus possible pour ces questions-là qui nous permettraient d'avancer. Je demeure en faveur du privé des gens subventionnés, comme je l'ai dit tout à l'heure. À propos des vouchers, j'ai lu là-dessus il y a des années, puis on rappelait aussi comment cette idée-là, comment cette idée-là avait eu des effets insoupçonnés, négatifs. C'est-à-dire que dans les quartiers pauvres, il y a 15 000 qu'on a donné aux parents, qui étaient dépensés par les parents. Dans les quartiers plus riches, les parents, où les écoles pouvaient demander 20 000 ou 25 000 ou 30 000, les parents riches avaient aucun problème avec des chiffres, ce qui accentue encore les inégalités, les changements avec le message.
J'ai une vision de l'école que j'aimerais partager s'il y avait une commission parents 2.0. L'école comme sanctuaire, préparant la citoyenneté, déployant le savoir, permettant à chacun de développer ses capacités, d'égalité des chances. Cette vision-là est héritée de Condorcet et du siècle des Lumières, est très chère et je pense que beaucoup de gens encore sont très attachés à ça. Dans tout ce que j'ai entendu, des choses extrêmement intéressantes, je dois dire, parmi elles, la question qui pour moi est importante, du choix de l'école, de la variété des écoles. Comment on va vivre ça? Comment on va transmettre ça dans cette école unique, commune, partagée, que l'État finance? Comment ferait-on exister ça? Comment on pourrait, dans un quartier, aller ailleurs pour étudier? Comment on pourrait faire en sorte que dans un quartier défavorisé, c'est ça aussi, on vise l'égalité des chances, et souvent l'égalité des chances demande l'inégalité des moyens. On ne peut pas atteindre la vraie égalité des chances si on n'a pas l'inégalité des moyens. Les enfants qui ont des difficultés vont demander de l'aide. Les enfants qui ont du mal à écrire vont pouvoir passer l'examen avec un ordinateur. Vous comprenez? C'est inégalité de traitement pour atteindre l'égalité des chances. C'est peut-être ça qu'on devrait faire aussi pour l'école. Voici dans tel quartier, le quartier défavorisé, on va mettre plus de moyens, on va mettre plus d'écoles, on va mettre des écoles avec moins d'enfants. Et cet argument-là me semble très juste et très bon. Et il faut trouver les moyens d'y répondre. Je ne suis pas expert, mais je pense qu'on devrait favoriser, en vue de l'atteinte de l'égalité des chances, l'inégalité des moyens qui sont donnés. Si vous avez dit, M. Dallaire, avant, je vais aller peut-être au bout, si je me souviens bien, le temps est constant. Oui, exactement. Vous avez donné quelque chose sur l'accessibilité des écoles. Je pense qu'en partie, c'est pour ça que je vais de l'avant avec la proposition de réforme du bon d'éducation, consiste essentiellement à dire, encore une fois, le coût moyen est 15 000 $. Voici le chèque qui est accessible maintenant pour répondre à vous, M. Valère. Donc, il y a une partie, je pense, qui peut être modélisée aussi en fonction de la politique publique. Si vous avez vraiment peu d'argent, est-ce que vous pouvez avoir accès à un petit peu plus, un montant plus élevé? Donc, ça peut se répondre sur, il y a une discussion en autour de cette politique publique-là. Maintenant, la raison pourquoi je pense que c'est une bonne chose, dans un cadre concurrentiel, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, c'est de donner le choix aux parents? Les parents devraient choisir pour leur enfant. Et je pense ici que ce qui est important, c'est que l'État fournit le financement, mais plutôt fait le financement, mais de ne pas être à la fourniture de services nécessairement. Et ça, c'est central. Le parent choisira. S'il considère que son enfant sera mieux dans une école privée, ben voilà où tu vas aller. Ça ne sera pas à l'État de choisir ça. C'est au parent qui connaît mieux son enfant, mieux que quelconque fonctionnaire du ministère de l'Éducation. Maintenant, les enfants apprennent de façon différemment, que ce soit, si vous savez que votre enfant apprend mieux de façon magistrale, de façon à projet, je suis persuadé que vous avez de bons exemples en matière d'approche pédagogique, que ce soit également de façon à l'approche Montessori. Je pense qu'il y a différentes formations d'apprentissage possibles pour les enfants, et le parent va le savoir qu'est-ce qui est mieux. Il y a d'autres études également, une recension des articles scientifiques qui est intéressante, qui a été faite en 2024-2025, qui démontre que pour la vaste majorité des études qui portent sur la question du school voucher, on voit une amélioration des notes, une amélioration de la motivation, une amélioration fiscale également sur le plan étatique, une amélioration du sentiment de sécurité et une amélioration des vertus civiques, qui je sais également est important pour vous, M. Valère. Donc je pense que si on veut une bonne éducation aujourd'hui, c'est par la concurrence. Alors, on ne peut pas chérir les effets dont nous maudissons les causes. Et c'est pour cette raison que je pense que c'est important d'y arriver avec une réforme de l'éducation qui va dans le sens du libre choix des parents. Est-ce que tout le monde a quelque chose à ajouter pour le deuxième tour ou il y en a qui ne sont pas sûrs? Oui. Alors, sur le deuxième tour, mais peut-être plus bref pour qu'on ait du temps pour les questions du public. Ben, moi, je pense qu'ici, on parle de valeur. Comment on perçoit l'éducation? Est-ce que c'est un bien public ou un bien privé? Si on parle de bien privé, on va parler de concurrence. Et si on parle d'un bien public, d'un bien commun, on va tenter d'avoir un réseau qui répond aux besoins de tous les enfants. Au niveau des... Bon, tu sais, la statistique démontre quand même que 6 fois plus d'élèves provenant de milieux défavorisés dans le public. Donc, c'est pas les mêmes élèves, c'est pas les mêmes enfants, ils ne proviennent pas des mêmes milieux. Vous avez parlé de porte ouverte pour montrer l'offre. Je pense juste en parlant d'offre, on parle de marché scolaire. Puis, pour les détails du projet d'école ensemble, j'ai pas le temps ici, mais on peut prendre le temps d'en parler, mais c'est une étude approfondie d'optimiser des bassins scolaires, optimiser sur la mixité sociale et sur la proximité.
Donc, ça me fera plaisir de vous en parler après. Juste par rapport à la question des parents. Je suis moi-même parent d'un garçon qui s'en va au secondaire. L'année prochaine, on vient de passer à travers tout le cycle de ce qu'on vient de jaser aujourd'hui. Mais moi, je ne réclame pas la liberté de choix comme parent et je n'en veux pas. Et je vais vous dire une chose, la parentalité n'a pas que du bon par rapport à l'influence que ça a sur notre perception des choses. En tant que parent, parfois, on est égoïste, on est corporatiste, on veut la meilleure affaire pour notre petite perle qui est unique. Mais il faut aussi s'adresser aux parents en tant que citoyens. Quand on va toujours chercher les parents par rapport à qu'est-ce que vous voulez le mieux pour votre enfant unique, c'est sûr que les parents ils vont toujours avoir le réflexe, un réflexe égoïste, un réflexe de je veux la meilleure affaire pour mon enfant, fuck le reste. Mais il faut une situation où on s'adresse aux parents en tant que parents, oui, mais en tant que citoyen. Qu'est-ce que vous voulez le mieux pour votre enfant et qu'est-ce qui est compatible avec ce qui est le mieux pour tous les autres. Donc, arriver à une certaine égalité entre la parentalité et la citoyenneté, puisque dans ce qui est proposé, c'est beaucoup de remettre le pouvoir dans les mains des parents et d'en retirer une bonne partie du côté des commissions scolaires et du côté de l'autorité. Oui, je pense que M. Fortin a bien compris. Moi aussi, je pense que les parents sont les mieux placés pour décider ce qui est meilleur pour leur enfant. Pas mal plus qu'un fonctionnaire, parce qu'effectivement, si on dit des patients qui sont optimisés, ça va être optimisé par quelqu'un qui, je l'imagine, quelque part au contextueux, qui va décider quelle ligne de démarcation, quelle rue va faire que les gens de l'autre côté de la rue vont aller à une école qui est peut-être meilleure que celle de l'autre côté de la rue. Puis effectivement, il n'y a jamais de choix optimal. Je pense qu'il y a un bien fait de remettre un peu le tableau de la preuve là-dessus. Sur cette question, on décide que les parents peuvent choisir eux-mêmes, et ça va être le gouvernement. Et c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont faire les frais de cette décision-là. Parce que, moi, je pense effectivement que les décisions fondamentales ne sont pas toujours les bonnes et que le bien public, c'est pas toujours l'État qui le donne. Parce que la société civile existe encore. Qu'une école qui est le produit d'une institution, un OBNL, appartient à la société et aussi un organisme qui a une valeur qui est publique. À ma connaissance, il n'y a pas seulement l'État qui incarne le bien public, c'est très bien aussi. Sur la question de l'inégalité des moyens, c'est très intéressant que M. Bertrand l'amène. Mais moi, des fois, je me demande, est-ce que c'est quoi ça qu'on a dans parce que si on regarde effectivement le financement moyen qui est octroyé à un enfant, il est plus élevé quand on additionne la contribution parentale de la contribution publique au public. Donc là, déjà, il devrait y avoir quelque chose. Et de la même manière, quand j'ai commencé à faire la recherche sur la question de l'école privée, ça m'a surpris de savoir que la qualification que l'on reçoit au public pour un élève qui est donc ne vient pas lorsqu'on est privé. Et après, il y a certainement une histoire d'hypocrisie quand on va reprocher à l'école privée de ne pas avoir suffisamment d'étudiants que l'on juge à la particulier, alors même qu'elle n'a pas la qualification que l'on reçoit au public pour le même étudiant. Et c'est sûr que si le but, effectivement, ça se fait en sorte que l'école privée ait un patient qui est plus large, peut-être qu'il faudrait leur donner les mêmes incitatifs que les écoles publiques aussi. Parce que sinon, on fait des désincitatifs activement. Puis, comme André le disait, peut-être qu'on peut pas avoir un permis pour faire de l'adaptation scolaire. À ce moment-là, c'est bien difficile aussi de leur reprocher de ne pas avoir des élèves qui peuvent faire de l'adaptation scolaire, dans la mesure où, à partir du moment où ils font de la formation générale, on les empêche d'accueillir ces mêmes étudiants. Fait qu'effectivement, il y a deux systèmes de règles qui font en sorte que oui, les compositions vont être différentes dans deux types d'institutions parce que c'est ce que le législateur a choisi. Fait que si on voulait une composition différente, on pouvait mettre en place des incitatifs différents qui font en sorte effectivement que les écoles autonomes donc seraient incitées à accueillir les élèves à la PSA ou que repousser en n'ayant pas de commission. C'est super intéressant. Moi, j'ai envie de revenir sur le nom de la commission parce que je ne suis pas contre l'idée qu'on se rencontre pour parler en base, mais la commission parent 2.0, je trouve que ça donne déjà une couleur à la commission au changement. On irait 2026-2027 avec quelque chose qui représente la réalité actuelle. Je pense que vous avez raison quand vous dites est-ce qu'on rejoint absolument les rôles pas convaincus. Puis ça passe d'abord par le programme, donc ce qui est enseigné aussi, mais je me demande si ce ne serait pas juste justement cet aspect-là qui devrait être discuté davantage que le système qu'on a, parce que vous avez parlé d'inégalité de façon d'être équitable. Finalement, là, je vois ça comme l'équité en subventionner ou offrant des ratios différents. C'est effectivement ce qu'on a, non seulement au niveau
du budget qui est octroyé aux élèves qui fréquentent une école privée subventionnée ou qui n'est pas octroyé à des élèves qui fréquentent une privée non subventionnée. Au public, c'est la même chose. Hein? Dans une école où il y a un très haut nombre d'élèves qui ont des portraits AA ou qui sont en milieu très défavorisé, d'ailleurs, ça faisait les journaux dernièrement, là. Le ratio n'est pas le même. Donc, on parle beaucoup plus petit ratio dans les écoles, souvent d'aide à la classe. On a aussi beaucoup plus de services à faire dans ces écoles-là pour avoir vécu l'expérience. Ça, c'est ces écoles des écoles riches en services aux élèves qui sont nécessaires d'ailleurs pour justement assurer cette équité-là. Moi, je pense aussi que la solution qui est proposée actuellement va dans le contraire de ce que sur quoi j'adhère, c'est-à-dire qu'on essaie d'éliminer ce qui fonctionne. Donc, ce qui fonctionne très bien, même, au lieu de s'en inspirer, je parlais des portugais, moi, je le vois vraiment comme être proche de sa communauté. Tout ce que vous parlez de recherche probable, mais ça a commencé aussi dans les écoles privées. Là, je suis tellement contente de voir que les universités s'associent à des centres de services scolaires. En Ville-Bourgogne, un bon exemple, c'est à Montréal, mais même sur la rive sud, d'excellents jumilages. On le voit beaucoup, on l'a vu beaucoup dans les écoles privées, parce que parfois, dans les régions, on est capable d'isoler certains facteurs, donc d'avoir une clientèle qui est plus homogène, comme ce qu'on trouve aussi en Finlande, là, parce que je ne dis pas qu'à comparaison, je trouve ça difficile, parce que la Finlande, c'est un pays où toute la clientèle ou les élèves ont un profil très similaire, que ce soit d'un point de vue socio-économique ou même juste en termes des enfants qui ont très peu d'immigration en Finlande, on peut se dire, donc santé, des besoins, etc. Donc, un peu plus difficile là, de faire la comparaison. Ceci étant dit, on s'est penché à savoir justement dans le même les systèmes qui étaient non sélectifs, qui étaient justement plus de l'ordre de l'éducation faite à tous. Et ce qu'on se rend compte, c'est que non seulement le taux de réussite des élèves n'est pas amélioré, mais que la ségrégation est encore là, au lieu de passer par l'école, elle passe par les secteurs qu'habitent les familles. Donc, on va partager avec vous les conclusions de l'analyse, mais ce qu'on voit, c'est que dans le fond, les gens se regroupent eux-mêmes, quand on dit qu'ils se ressemblent, ça semble, mais c'est ce qui se passe au niveau sociétal. Je pense ça pas par l'école qu'on peut éliminer vraiment la ségrégation, mais c'est par des actions qui sont peut-être plus communautaires. Oui, l'école fait assurément partie de une solution, mais en ce moment, je pense pas que c'est la seule responsable. Merci beaucoup. Je vais essayer de revenir sur la commission parents. Alors, il disait, on est à la commission qui recherche le procès. On va trouver quelqu'un. Bon, il y a des enfants, c'est une chose que tout le monde doit admettre, arrivent à l'école en ayant déjà de grandes inégalités. Et un des rôles de l'école, c'est de tenter de combler ces inégalités. Il se trouve que parmi les données probantes qu'on a, c'est lorsqu'on utilise, par exemple, pour apprendre à lire aux enfants, des méthodes qui ont fait leur preuve, les enfants apprennent mieux à lire, et probablement la plus longue recherche menée en éducation de tous les temps, dans quelquefois l'autre jour, des années, montre que même les enfants provenant de milieux pauvres et défavorisés, lorsqu'on leur apprend à lire, à écrire à l'école avec des méthodes éprouvées, direct instruction dans ce cas-là, même ces enfants-là réussissent mieux que les autres, ils sont plus fiers d'eux, ils sont... Donc il y a ça, c'est important. Transportons ça du point de vue des parents, c'est quoi? Les parents n'ont pas toujours toutes les connaissances qu'il faut pour juger de ces choses-là. Les parents, parfois, sont ignorants eux-mêmes, ne lisent pas beaucoup, ne connaissent pas la littérature spécialisée, ils ne savent pas ce que ça veut dire quand ils apprennent que l'école, ils veulent envoyer leur enfant utiliser telle méthode pédagogique qui ne marche pas du tout, qui sont très mauvaises, hein, ça arrive des fois. Donc les parents ne peuvent pas être les seuls juges de chez eux. C'est important de le rappeler. Il faut que les parents soient informés, mais aussi il faut que l'État ait fait les bons choix avant que les parents envoient leurs enfants à l'école. Je reconnais que ce n'est pas facile, hein, mais la question va se poser aussi, si on veut vraiment une école qui transmet des savoirs et qui est une espèce de sanctuaire pour tout le monde, préparant la citoyenneté, imaginez ce qui va se passer, qui commence à se passer avec la religion, par exemple, avec la laïcité. Alors les parents ne sont pas toujours, je le rappelle, les meilleurs juges pour décider de ce qui est mieux pour leurs enfants. Et la question est complexe et difficile, mais il va falloir y faire face. D'abord, juste peut-être répondre à Maxime. Oui. Vous avez tout à fait le droit de ne pas vouloir de la liberté, mais pourquoi l'imposer aux autres? C'est-à-dire, qui va décider pour les enfants? Parce que j'ai rien là, c'est central, mais
ce n'est pas le centre de service scolaire qui connaît le mieux votre enfant, c'est vous qui le côtoyez jour après jour. Vous connaissez ses intérêts, vous connaissez également comment il apprend essentiellement parce que vous discutez, vous dialoguez avec lui. Donc ça, je pense que c'est très clair. Vous avez le droit de pouvoir de liberté, vous n'avez pas à imposer ça aux autres. Maintenant, j'entends également qu'on vient démoniser les parents, mais on veut réduire la qualité du parent ou la qualité de la connaissance du parent, peut-être. Mais il faut savoir que les écoles qui sont là, il y a un cadre réglementaire. Ce n'est pas les écoles qui font n'importe quoi. D'abord, c'est aussi prendre pour acquis qu'aujourd'hui, toutes les écoles font bien ça, ce qui est probablement pas le cas. Vous me l'accorderez. Donc, j'ai l'impression qu'on parle constamment d'égalité, mais il faudrait également parler de liberté, parce que j'y reviens, c'est important. Encore une fois, il y a beaucoup de littérature à cet égard-là qui démontre qu'il y a des vertus, il y a des effets positifs pour les enfants lorsqu'il y a une liberté de choix. C'est pas juste au niveau des notes, on parle beaucoup des notes, mais encore une fois, quand il y a de la concurrence entre les écoles, il y a des choses qui sortent du cadre cognitif, le non cognitif, comme la santé mentale, comme également la question de l'intimidation qui est à la baisse. Et ça, je pense que c'est important pour les jeunes Québécois de demain. Donc, il faudrait également parler de la question du school voucher. Je pense que c'est incontournable si on a une commission qui va chez vous entre 2026. Merci à tous les panélistes, c'était super intéressant. Je me tourne vers la salle. Je ne sais pas si d'emblée, il y a des gens qui ont des questions. Oui, qu'on va parler fort parce que c'est juste pour la diffusion. OK? Je suis un fruit du rapport Fardeau. Et je parlais il y a 2 semaines avec quelqu'un qui avait le même âge que moi et qui disait que lui aussi avait été le fruit du rapport Fardeau. Alors, on se disait pourquoi. Il disait, moi, mon père était laitier, et moi, mon père venait d'une ferme. Mon père était cultivateur. Et on se disait que c'est le rapport parent qui nous avait donné la liberté, dont il est question, de faire des études, de se sortir d'un contexte dans lequel nous étions collectivement et qui fait que l'homme que j'avais devant moi était médecin, et moi je suis juriste. Et on se disait qu'il fallait remercier cette époque-là pour nous avoir donné cette liberté d'être et en même temps de prendre conscience de ce que c'est que l'égalité aussi. Et l'égalité, on la voit parfois 15 ans après être passée. Et imaginons-nous les enfants dont les questions, là, puis essayons de nous projeter comment ils vont voir le concept d'égalité qu'on a pensé pour eux dans 20 ans. Et on s'en parlera dans 20 ans, c'est sûr encore. Merci de votre intervention. Je partage tout à fait votre idée sur la commission de parents. Je pense que c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est pas ça au Québec. Et c'est pas pour rien que je réfère à ça. Les bienfaits immenses que fait cette commission-là, je pense que c'est le chef de vie de la révolution. Et je suis content de vous avoir entendu. Merci. Question ici. Oui, je vous vois, je vais vous demander. Oui, bonjour à tous. Merci pour votre intervention collective, si on veut. J'ai essayé de rester bref, mais j'ai comme une remarque, comme 2 questions pour 2 personnes, mais je vais essayer de rester bref. Vraiment pour monsieur, je pense que c'est Constantin. Voilà. Vous disiez tout à l'heure, ça dépend de la vision qu'on a de l'éducation. Est-ce que c'est un bien public ou un bien privé? Mais pour moi, même si c'est un bien public, puis on veut justement se rapprocher du bien public, la concurrence peut nous aider à se rapprocher du bien public. Je ferai la comparaison avec la santé. Si vous allez dans la plupart des pays d'Europe occidentale, ils ont des systèmes de santé mixtes ou, dans le fond, des systèmes universels où, par exemple, l'hôpital est accessible à tous, mais il y a certains hôpitaux qui sont gérés par le privé et les soins sont payés par l'État et ces systèmes-là, ils fonctionnent beaucoup mieux que le nôtre. Donc, ça, c'est juste une remarque. Pour M. Baillargeon, vous disiez tout à l'heure, vous parliez de l'égalité des chances. Donc, moi, justement, j'aimerais vous parler de l'idée de bon d'éducation en relation avec l'égalité des chances. Parce que même si c'est pas parfait, je comprends que le modèle est souvent pas parfait, il me semble qu'un tel modèle appliqué au Québec rapprocherait la société d'une égalité des chances. Objectivement, parce que ça accorderait la chance justement aux parents même défavorisés de potentiellement envoyer leurs enfants
à l'école de leur choix, y compris une école privée. Donc, il me semble que ça nous rapproche d'un tel modèle. C'est débattable. Vous savez, j'ai commencé mon intervention avec des questions débattables. En voici une. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais vous dire pourquoi. Je pense pas que je peux vous convaincre sur le champ. Mais en tout cas, j'ai donné l'argument tantôt. J'ai lu, ça fait plusieurs années que j'ai beaucoup lu une étude primaire. Ça m'a intéressé. C'est lui qui est un des inventeurs de cette idée. Et ce qu'on rapportait, c'est que les conséquences étaient inattendues parce que dans les quartiers défavorisés, les gens avec ce montant-là étaient limités à ça. Dans les quartiers très riches, de superbes écoles se construisaient qui demandaient beaucoup plus d'argent par an. Donc, ça nourrissait ces inégalités, ça les construisait. Je pense que c'est un bon argument qui mérite réflexion. L'autre chose aussi qui me détonne là-dedans, je sais que c'est un argument philosophique un peu spécial, mais je vais quand même le donner, c'est que pour moi, l'éducation reste un bien qui est non commercial. C'est un bien qui dépasse la commercialisation. Les universités ne sont pas des PME, les écoles ne sont pas des entreprises, vous comprenez? Et ce qui se dit dans ces écoles-là est distinct de ce qui se dit dans la société. Alors, je suis là-dessus pour citer quelqu'un, mais ici, Banane, je pense qu'une école est à part de la société. Si vous n'êtes pas conservateur en éducation, vous êtes condamné à être réactionnaire. Je pense qu'il y a quand même un corpus que je n'ai pas lu, évidemment, là, mais d'études sur la question. Puis je pense qu'il y a plusieurs études qui nous disent que ça améliore les performances. Dernière question pour Maxime. Je sais que je prends beaucoup de votre temps, désolé. De l'IRIS, si je ne me donc, vous disiez justement que le Québec, vous arguiez que le Québec a le système le plus inégalitaire au Canada en termes d'éducation. Mais à ma connaissance, là, vous pouvez me répondre là-dessus, le Québec a aussi les meilleurs résultats PISA au Canada. Et même à l'international, on se sentit pas si pire de ce que je comprends. Donc, ma question est la suivante. Si on a le système le plus inégalitaire, entre guillemets, au Canada, est-ce que c'est pas justement l'inégalité, c'est-à-dire le choix, qui permet de meilleures performances au Québec? En fait, c'est qu'on a le résiduel d'un système égalitaire qui fait encore ce effet, et les effets de l'inégalité, on va les constater plus tard. Donc, on est en train de transformer le système, on est en train de l'amener ailleurs, et ces effets-là, on va les sentir. Comme je vous mentionnais déjà en Finlande, en Suède, il y a eu des effets. Et peut-être pour revenir avec l'idée le thème des idées débattables, votre intervention a commencé avec une espèce d'état de fait comme quoi la privatisation de la santé améliore la situation. Donc, nous, à l'IRIS, toutes nos études disent le contraire. Donc, on est devant quelque chose sur lequel on ne s'entend pas, mais on peut en débattre, mais juste l'idée comme quoi, qu'on parle de système de santé québécois, est-ce que la privatisation, que le privé en santé va améliorer le système de santé québécois? Est-ce qu'aux États-Unis, on envie notre système de santé? Dans plusieurs pays où il y a une grande composante, en fait, l'une des couvertes de l'IRIS, c'est où est-ce qu'il y a, plus on pousse la privatisation, et plus souvent les taux de mortalité des gens dans les classes vulnérables sont hauts. Donc, cette idée-là que la concurrence améliore les choses, on peut la défendre, mais beaucoup de gens vous diraient que c'est un mythe, et moi, je serais le premier à vous dire que c'est un mythe, qu'on peut obtenir certains bienfaits temporaires avec la concurrence, et que la concurrence en soi n'est pas quelque chose qui améliore le bien commun ou encore l'efficacité du système. C'est juste comme je me suis interpellé. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si c'est de l'intérêt public, il peut y avoir de l'argent public. Mais si ça devient de l'intérêt privé, donc c'est des choix privés qu'on fait pour nous, mais là, je considère qu'il ne devrait pas y avoir d'argent public. On ne devrait pas subventionner des choix privés. Et juste une chose sur PISA, les résultats du Québec sont mis entre guillemets là, dans les rapports parce que l'échantillon est remis en doute par plusieurs experts, dont Égide Royer. Donc, je fais attention aux résultats qu'on met souvent de l'avant pour dire que ce système inégalitaire est bon au Québec, mais s'il était si bon, pourquoi avons-nous des plus hauts taux de décrochage au Québec? Moi, je suis enseignante de français au secondaire, au régulier à l'école de Sophie Barra. Puis j'aimerais partager mon opinion. Mon opinion, c'est qu'il faut arrêter de financer le privé et améliorer l'école publique pour qu'elle soit suffisante. Et en fait, mon opinion, c'est que le système actuel pratique carrément la reproduction des classes sociales. On a beaucoup entendu parler de pluralisme et de choix. Puis je suis d'accord avec l'idée que l'école doit offrir des options pour tenter de répondre aux besoins
bien évidemment pluriel de l'ensemble des enfants du Québec. Mais le problème, c'est qu'avec notre système actuel, ces options-là et ce pluralisme-là sont seulement accessibles à une partie de la population. Et à mon avis, étant une fille de 2 migrants, étant aussi un transfuge de classe qui a fréquenté le public dans le programme régulier, le rôle le plus important de l'école, c'est d'offrir une égalité des chances et de tendre vers la justice sociale, ce que l'école actuelle à 3 vitesses ne fait pas. Donc oui, il y a une ségrégation scolaire dans notre système, qu'on le veuille ou non. On parle de public, on parle de privé, on parle de programme particulier, il y a une ségrégation. Puis la liberté de choix dont vous parlez, en ce moment, c'est pas un privilège. La liberté de choix dont vous parlez en ce moment, c'est un privilège, c'est pas un droit. C'est ça que je déplore. Que ça devrait être un droit pour les parents de choisir, mais actuellement, les parents ne peuvent pas tous choisir parce que ça coûte de l'argent. Moi, les parents ils m'ont envoyé au public, ils m'ont envoyé au régulier parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de privé. Ils n'auraient pas eu à faire ça dans un système plus égalitaire. Juste pour donner un exemple, à mon école, on a un programme régulier, puis on a aussi un programme particulier, le programme défi. Puis on ne devrait pas avoir dans la même école un groupe d'enfants qui n'ont aucune sortie culturelle, pendant qu'un autre groupe d'enfants sort au théâtre une fois par mois. C'est inégalitaire. Puis un autre exemple que je vais vous donner, mon école en ce moment, vous en avez peut-être entendu parler, on passe souvent aux nouvelles. On est une école qui est en rénovation. On a 3 pavillons en ce moment. L'année prochaine, on va être délocalisé. On a donc le programme régulier qui va se retrouver dans la vieille bâtisse, qui va aussi devoir être rénové d'ici quelques années. On va être tassés comme des sardines. Pendant ce temps-là, les enfants qui fréquentent le programme particulier, eux, ils vont aller dans une nouvelle bâtisse, nouvellement construite pour eux. Et ici, on parlait de quartier, puis on parlait d'école, de quartier, etc. À mon école, il y a des enfants qui ne viennent même pas du quartier antique où est située mon école. Ils viennent du plateau, ils viennent de l'île. Et ils peuvent fréquenter l'école Sophie Barra parce qu'ils ont été acceptés dans le programme particulier. Donc, on va se retrouver avec des enfants qui ont le droit à leur école de quartier, mais qui vont être dans la vieille bâtisse, entassés. Pendant ce temps-là, les jeunes qui ne viennent même pas du quartier antique, qui viennent d'autres quartiers et dont les parents ont payé, vont se retrouver dans la nouvelle école, dans la nouvelle bâtisse. Donc, ce système-là, il est inégalitaire, on le veut ou non. C'est juste un commentaire. Oui, je vais dans l'ordre. Est-ce que je peux quand même réagir? Oui, parce que je trouve ça super intéressant ce que vous dites. Et effectivement, des situations comme ça, c'est des situations qui sont très déplorables, complexes. Ceci étant dit, il y a des projets pilotes qui ont été mis en place. Je vais passer à un service scolaire à Drummondville, qui justement, M. Maltais, qui est le président, le directeur général de l'Institut national d'excellence en éducation, qui se penche justement sur les pratiques probantes, puisque sur la côte de la préférence, John Hattie le vient ici nommé en résumé avec les analyses. Pour revenir à ça, effectivement, ce sont des centres scolaires. C'en est un exemple où ils ont décidé de démocratiser les PPP. Donc, l'élève se présente à son école de quartier le matin et est transporté vers l'école qui répond le mieux à ses besoins. Ça a été un problème pour les écoles privées du quartier. Ça dit que c'est arrivé. Ça sont tués. Et moi, peut-être que mes membres ne seraient pas contents, mais moi, je suis super contente quand ça arrive, ça, parce qu'on se dit, des laboratoires d'innovation, puis on veut être des leaders en éducation. Puis on ne peut pas être les meilleures écoles pour tout le monde, on veut juste tester, puis se permettre d'aller plus loin pour innover, pour amener un réseau d'éducation encore plus fort. Donc, un contexte comme l'école, je comprends, je suis complètement d'accord, je ne vois pas comment je ne peux pas être d'accord avec ce que vous dites. Mais quand je vois des initiatives qui sont non sélectives, qui l'élève peut aller à l'école de son choix, parce que c'est réellement un choix, il n'y a pas de coût associé, c'est gratuit au centre de service scolaire dans le ville. Et puis il y a vraiment plusieurs offres. Et que je vois que nos écoles privées associées ont de la difficulté, qui ont besoin de se renouveler, puis justement veulent ouvrir à des programmes qui respectent le régime pédagogique, parce qu'ils ne sont pas, là, mais qui peut-être viennent tester, offrir autre chose, travailler avec les universités pour nettoyer une dizaine, répondre de façon encore meilleure ou encore plus optimale aux besoins des élèves. Et moi, c'est ce qui me rend le plus heureuse, ce qui fait en sorte que je reste une machine.
Bonjour et merci beaucoup. Compte tenu des chiffres suivants, c'est à peu près pour le taux d'entrée à l'université. École privée, 70 à 80%. Programmes spéciaux publics, 50 à 70%. École publique régulière, 30 à 45%. Et de l'argument selon lequel notre système actuel incarnerait un pluralisme souhaitable. Alors, c'est une question. Pensez-vous vraiment que les parents choisissent consciemment ces inégalités en matière d'accès aux études supérieures? Et mon copain a quelque chose à ajouter. Oui, j'ai longtemps travaillé dans une cégep et j'ai travaillé sur les questions d'accès au cégep. Et quand on regarde l'accès au cégep, je dirais on n'a pas un système à 3 vitesses, on a un système à 6 vitesses. Il y a les écoles privées baccalauréat international, les écoles privées enrichies, les écoles privées régulées, les écoles publiques baccalauréat international, les écoles publiques enrichies et les écoles publiques régulières. Et le taux d'accès au cégep, pour ces 6 catégories, les écarts sont énormes. On parle de 95% des étudiants qui vont au cégep s'ils sont dans un baccalauréat international. Et peut-être 35%, 40% d'élèves de l'école publique qui vont au cégep. Donc, ce sont des écarts. Je pense qu'il y a des limitations qu'on peut inférer de ces statistiques-là dans la mesure où est-ce qu'on s'attendait à ce que 100% des gens à l'université. Puis on s'entend que selon les gens qui ont une sensibilité, il y a différents types d'enfants. Il y a des enfants qui ont des études qui sont bons. Par exemple, moi, la sélection sur la base primaire, j'ai compris surtout pour les programmes enrichis, ça peut une vocation d'université. Puis je pense qu'à l'inverse, c'est du travail à faire pour se valoriser ou c'est ce qui n'est pas universitaire. Moi, j'ai toujours été un intello. Je vais l'admettre, je n'ai pas choisi ça. Je sais et je connais, j'ai des amis qui ne font pas ça, qui sont allés dans une filière. Mon cousin qui est monteur de ligne, qui va faire ça à 18 ans, qui va faire sans doute bien plus d'argent que moi, dans mon modeste think tank. Et je pense que, effectivement, malgré les enjeux, le fait est-ce qu'on accède à l'université ou pas, pour moi, ce n'est pas un marqueur de réussite. Je pense qu'on doit en faire davantage pour réaliser que, oui, qu'il y a plusieurs filières dans une société, puis on devrait les valoriser comme ça. Et d'ailleurs, je pense qu'on est dans un moment, justement, où les emplois manuels sont plus valorisés à cause de la pénurie personne. Moi, j'ai hâte que, quand on va avoir une école, on va dire, hey, il y a 60% des gens qui sont allés en formation professionnelle, qui sont épanouis là-dedans, ça va être aussi bien que 60% qui sont allés à l'université, puis il n'y aura pas de hiérarchie entre ces deux options-là. Sans dire qu'il n'y a pas d'inégalité, ça serait un peu le bouchon. Le fait qu'il y ait 80 ou 40% des gens dans une cohorte ou qu'une personne n'aille pas à l'université, moi, c'est pas un marqueur de réussite. Moi, j'ai parlé des cégeps. Je vais juste ajouter sur ce que vous dites. En fait, c'est exactement là notre demande pour les écoles privées. C'est qu'actuellement, on ne peut même pas offrir une formation axée sur l'emploi, par exemple, la formation préparatoire au marché du travail. On n'a pas le permis, donc on ne peut pas accueillir cette clientèle-là. C'est une demande qu'on fait au gouvernement depuis plus de 10 ans maintenant, qui ne nous est pas octroyée. Et c'est justement une des pistes de solutions qu'on envisage pour les écoles privées qui sont dans le secteur automobile, justement, ouvrir leur porte à une nouvelle clientèle qui peut-être justement donner accès là, à leur installation. Mais ça aussi, c'est une réalité. Qui fait en sorte qu'effectivement, il y a peut-être un profil qui est plus adéquat dans certaines écoles privées, mais pas parce qu'on veut pas, parce qu'on n'a pas le droit, mis à part nos 12 écoles spécialisées dans la préparation scolaire qui reçoivent la clientèle du public, comme mission civique. Une question ici. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va le prendre. Ça m'interpelle un peu, parce que je me questionne, est-ce qu'on doit créer un système parallèle, privé, qui fait du professionnel, qui fait des enfants âgés à l'autre? Pourquoi on n'essaie pas de faire un système qui se complète? Non, vous savez qu'on veut créer un système parallèle. Je ne suis pas sûr que c'est là qu'on devrait. J'ai aussi cette
Oui, bonjour, merci beaucoup de vos présentations. Je dirige un collège privé de la région ici, 3200 élèves. À l'intérieur de mon collège, c'est un des collèges probablement les plus inclusifs, sinon le plus inclusif du réseau. 40% de nos élèves ont des plans d'intervention suite à des diagnostics de troubles d'apprentissage. On ne sélectionne pas les élèves par les notes. On a des programmes internationaux, des programmes d'appui pédagogique pour les élèves en grande difficulté scolaire. Tous les élèves de mon collège sont dans un programme particulier qui les motive, qui les pousse vers la réussite. Et on arrive à diplômer presque 100% de nos élèves, incluant ceux qui ont de la difficulté. Les dirigeants des collèges comme les miens, c'est certain que quand on entend premièrement, j'appuie définitivement qu'il y a un rapport parent 2.0 pour qu'on puisse voir d'où viennent les problèmes dans le système public et privé. Mais c'est certain que nous, des dirigeants des collèges comme les miens, quand on entend, premièrement, j'ai une énorme liste d'attente. Et je me sens très mal pour les gens qui ne peuvent pas rentrer chez nous. On pige au hasard les élèves. Mais au lieu de se poser la question de pourquoi tous ces gens-là veulent venir chez nous, d'où vient le problème, c'est quoi les solutions au problème du réseau public qui pousse tant de personnes à postuler chez nous? J'avoue que j'ai de la difficulté avec la seule solution serait de faire en sorte qu'une grande majorité de mes parents ne puissent plus avoir accès parce qu'ils n'auraient pas les moyens. On couperait leur financement, ça deviendrait une école complètement privée. En Ontario, la moyenne, je pense, c'est 20 000 $ par année, alors que chez nous, c'est autour de 6 ou 7 000. Je comprends qu'il y a un enjeu, il y a une barrière socio-économique qu'on devrait chercher à l'éliminer, mais j'ai de la difficulté que quand on regarde les problèmes du réseau scolaire, la solution qu'on trouve, c'est d'enlever les subventions aux écoles privées subventionnées qui fonctionnent bien, dont celles qui offrent des services. Je considère que les 3 vitesses, à peu près, sont dans mon école actuelle. Tu tenter une réponse? Oui. La question que je me pose, c'est pourquoi votre école n'accepterait pas d'être financée à 100% par l'État et répondre aux besoins des élèves d'un bassin scolaire. Donc, vous avez la même équipe école, le même conseil d'administration, les mêmes enseignants qui vont innover, qui vont accepter les élèves. Donc là, vous me dites d'emblée que vous allez privatiser si vous avez cette option-là. Ben, je comprends, là, puis ce que je me demande, c'est, c'est 2-3 fois que j'entends qu'il n'y a pas de sélection. Mais je m'excuse, mais 5 000 $ par année, c'est une sélection. Je pense qu'il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de sélection dans les écoles privées s'il n'y a pas d'examen. C'est une pige au sort, c'est une genre de sélection. Bon, au hasard, mais tu sais, moi, j'ai le calendrier d'année, c'est qu'un conventionnel. Il faudrait choisir les élèves aussi. S'il y avait une liste d'attente, il faudrait les piger au hasard, faire quelque chose. Mais s'il y a un bassin scolaire, donc, vous continueriez à être dans la même école que vous êtes. Juste que vous ne pourriez pas choisir vos clients, vous répondriez aux besoins des écoles de votre quartier. Je pense que c'est quand même envisageable. Il faut dire aussi que le projet, c'est pas ce projet de loi de coupure aux écoles privées et rien d'autre. Ça fait partie d'autres éléments. Il n'y aura pas de réforme efficace du réseau public sans réinvestissement majeur dans l'éducation. Peut-être une discussion par rapport à la pédagogie. Non. De passer d'un régime mixte à un régime entièrement public, c'est une des solutions, c'est une des avenues, mais on ne peut pas miser que là-dessus. Si on ne réinvestit pas massivement en éducation, si on a pris davantage d'éducation, ben, effectivement, je suis assez d'accord qu'il n'y a pas lieu de faire payer les écoles privées, mais le système actuel est injuste, ne fonctionne pas, donc on devrait... Très rapidement, juste répondre à ça. On n'est pas à 1 milliard de régler le problème de l'éducation comme on n'est pas à 1 milliard de régler le problème en santé. C'est une question de mécanisme et d'incitation. Si on n'a pas plus de concurrence, on n'aura pas de valeur ajoutée, il n'y aura pas de meilleure note, je pense, il n'y aura pas plus de choix. Et ça, je pense que c'est avec ça qu'on va pouvoir améliorer le système d'éducation au Québec aujourd'hui. Il faut arrêter de penser qu'on est à 500 millions de tout réglés. Là. On est complètement à côté de la plaque avec ça. C'est une réforme de fond en compte qu'on a besoin, mais certainement pas de 2 millions de plus pour tout régler. Après avoir augmenté de plus de 50% le budget d'éducation en même pas 10 ans. On prend 2 millions, 4 millions. Une question, un commentaire. Le commentaire, tout d'abord, c'est que la littérature scientifique montre qu'il n'y a aucune corrélation entre le niveau de dépenses par étudiant et la performance scolaire. Il n'y en a aucune. Vous pouvez passer le top 5 des journaux en économie, la corrélation est presque, quand elle existe, elle est médiocre. Puis il faut faire des grosses ordres de magnitude d'augmentation des dépenses pour générer quoi que ce soit. Fait qu'il faut être un peu naïf pour voir que c'est une question d'input. La deuxième chose, c'est puis ça, je pense que ça s'applique aux 6 panélistes en avant, dont un de mes collègues.
je suis un petit peu pas généreux, mais 30 secondes sur Google Scholar avec Housing Prices, Inequality in Schools va vous donner que en fait, les écoles publiques ont probablement augmenté les inégalités beaucoup plus qu'ils les ont réduites, tout simplement parce que vous regardez aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Les gens se déplacent vers les quartiers où les meilleures écoles sont parce qu'ils sont capables de lire les signaux. La valeur des écoles se fait capitaliser dans le prix des maisons. Les maisons sont plus dispendieuses. Les quartiers deviennent ségrégés. Vous avez une ségrégation résidentielle et vous avez créé maintenant des problèmes de mobilité sociale en plus. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il serait peut-être temps aussi de casser la prémisse que l'école publique, c'est nécessairement un réducteur d'inégalité. Je pense même qu'au contraire, il y a plus d'évidence qu'elle a causé autant de dommages que ce que les gens disent qu'elle a causé de bénéfices. C'est sûr que si on regarde l'école publique américaine, effectivement, l'école publique américaine, le phénomène de ségrégation scolaire était très fort en raison du racisme. Il y a notamment tout un papier qui a été consacré aux vouchers proposés par Milton Friedman et de l'utilisation de l'effet que ça a eu. Oui, je l'ai écrit. Oui, c'est non, c'est pas toi. Que ce système-là a favorisé l'exode des parents blancs. L'exode des parents blancs des quartiers où il y avait des écoles où il y avait une mixité. Les parents blancs se sont dit non, il n'est pas question que mon enfant est dans une école défavorisée avec en plus des enfants noirs. On va faire en sorte de quitter le secteur. Donc, le système qui est tant vanté pour les États-Unis, ben, c'est un système qui a fonctionné grâce à la ségrégation raciale. Ça, évidemment, les gens qui s'inspirent des États-Unis ne le disent pas beaucoup. Mais l'élément fondamental du white flight, du fait que les Blancs ont sorti leurs enfants des écoles publiques et que la ségrégation a été multipliée, c'est le racisme. Donc, moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'on vient enfin au cœur du sujet. Parce que, non, mais c'est vrai, on en parle depuis tantôt, dire est-ce que la sélection actuelle marche pas, etc. Mais tu sais, moi, j'aime souvent dire, comparez-moi pas à Dieu, comparez-moi à mes adversaires. Puis, je pense que ça serait intéressant de voir, effectivement, si on n'a plus de sélection par le choix des parents, ça va être une sélection comment? Ça va devenir une sélection par le code postal. C'est important de bien expliquer les problèmes de sélection par le code postal. D'ailleurs, j'en avais parlé un peu avant, mais ça n'est pas gênable de mentionner le code postal. Gabriel. C'est ça. Mais bref, puis je pense que la question que M. Pose revenait à ça aussi, c'est-à-dire que si on a un collège qui est apprécié, qui fait en sorte que les gens partout veulent envoyer leur enfant là, sans doute c'est quelque chose qu'il faut, et ils se demandent qu'est-ce qui va arriver si je deviens forcément une école de bassin, donc il y a une limite géographique des gens qui peuvent me fréquenter. Effectivement, la porte du portier est à la bonne, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas aller chez vous. Puis l'inégalité, est-ce qu'elle va cesser d'exister? Non, elle va se déplacer. C'est-à-dire que si un enfant, par exemple, de Saint-Jean-sur-Richelieu, aurait bien aimé fréquenter le collège du Rocher, il va falloir que ses parents déménagent. Versus Charlemagne. Moi, je suis un gars de Québec, c'est un gars de Québec. Tu vas acheter aussi, c'est une excellente école. Oui, pas loin. Je vais revenir avec ce que vous dites, mais au lieu d'aller avec l'argent, je vais y aller avec ce que dit la recherche probable. L'effet, le premier facteur qui a une influence sur la réussite des élèves, c'est effectivement, ça n'a rien à voir avec son background économique, c'est l'effet enseignant, c'est la relation que l'enseignant a avec son élève. Que je trouve dans un milieu défavorisé, dans un milieu très favorisé, dans une école privée subventionnée, non subventionnée, j'ai payé 55 000 pour être en résidence scolaire. La bonne école, c'est là où l'enfant va créer lien avec l'adulte qui lui enseigne. C'est pour ça qu'il faut, là j'en viens au terme de combien de vitesses, c'est pour ça qu'il faut le plus de vitesses possible, donc le plus d'options possible pour que ce lien-là se fasse. Parce que moi, j'ai beau avoir aimé beaucoup Mme Céline en 3e année dans mon école, mais ça se peut que vous ne l'avez pas aimé, Mme Céline, puis que la relation ne se soit pas établie, et de telle sorte qu'il faut que j'ai une variété d'offres, que ce soit via mon coach de football, que ce soit mon prof de sciences ou de musique ou d'art, versus que l'école à leur entrée. Plus j'offre d'options, plus j'ai de chance d'avoir cette relation-là, maître-élève importante, et toutes les méga-analyses le démontrent que c'est ça le facteur qui va faire la différence dans la réussite de l'école. Déjà, un petit mot très rapide sur ces questions-là qui sont vastes et complexes, encore une fois, qu'on ne peut pas le dire. Il existe des facteurs pour maximiser l'égalité des chances des enfants. En ce moment, aux États-Unis, il y a un système scolaire qui est mis en place, un système d'école qui s'appelle Core Knowledge. Il est fondé sur des idées, les deux idées suivantes. La première, la transmission de curriculum riche et équilibré pour le futur citoyen. Le deuxième, sa transmission progressive par la méthode.
Et ça marche, ça contribue largement à les inégalités des chances. Première chose. Deuxième chose qui est un peu gênante parfois à admettre qu'il faut dire, c'est que même dans ce système-là, il n'existe pas quelque chose comme la méritocratie. Les enfants sont tous égaux, certains sont doués en mathématiques, n'iront pas faire un peu d'Europe, d'autres sont mieux dans le maths, n'iront pas étudier, etc. Malgré tout. Mais on peut maximiser les chances de viser l'égalité des chances en ayant un curriculum soigneusement choisi, enseigné par des méthodes éprouvées, ce qu'on ne fait pas systématiquement. Une fois ce fait, la méritocratie va jouer, les enfants sont Et bien, en France, dernièrement, les parents guillemets dans l'enfance ont mis d'avant le retour aux classes selon pas l'âge de l'élève et son niveau d'aisance ou d'acquis des compétences, de performance dans une matière. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'aspect sociologique. C'est vraiment, on parle de ce qui se fait en classe, des méthodes pédagogiques et tout. Je vous rejoins en disant, peut-être que c'est ça pour savoir qu'est-ce qui fonctionne à l'école Charlemagne, qui fait en sorte que les élèves réussissent en bout d'aller là. C'est pas juste parce que le parent a failli, là, c'est quand même, c'est pas si ça traîne pour les écoles privées, c'était chez vous, mais c'est plus entre 3 et 5 000 à travers le Québec, quand on considère toutes les écoles privées. Mais dans la région montréalaise, un peu plus cher, effectivement. Tout est plus cher. Juste ajouter que souvent, on vise l'égalité des chances, mais ça demande parfois des inégalités de traitement, et ça conduit aussi parfois des inégalités de résultats. Pourrais-tu me permettre juste de dire quelque chose? Juste un instant. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Lebrun-Armand, je suis directrice d'école depuis 20 ans au secteur public, au Centre de service scolaire de Montréal. Je connais bien Sophie Barra, je connais bien la réalité de Sophie Barra. Je voudrais séparer mon témoignage en deux temps. Premièrement, c'est un enjeu très sensible, très polarisé aussi. Et ça prend beaucoup de doigté pour... Merci Virginie d'avoir organisé ce panel-là. Ça prend beaucoup de courage aussi pour parler conjointement. Il y a beaucoup de témoignages politiques. Gabriel Nadeau-Dubois a écrit le livre blanc. Il y a eu aussi Marois Risky qui a fait un documentaire sur l'échec des garçons. Il y a M. Céligny, professeur à Sherbrooke, qui a séparé Naïgo. Même Ricardo, qui a pignon sur rue à Saint-Lambert, il s'en prend à la vétusté des écoles ensemble. Vous travaillez fort bien sur votre site. J'ai vu vraiment les pistes de solutions. On en parle, il y a des constats qui sont faits, il y a des enjeux en matière de financement. Donc, des enjeux en matière de financement, on en a évoqué certains constats. Cela étant dit, je suis contente d'apprendre que certains collèges privés ne sélectionnent pas tout à fait leurs élèves, qu'il y a des élèves HDA qui sont admis. Mais il reste que non seulement il y a une ségrégation scolaire qui s'effectue privé-public, mais au sein même du public, il y a une ségrégation. Et je m'y inclus. J'ai envoyé mes enfants dans un programme particulier au public. Et c'est malheureux, je le constate, et je crois qu'il faut avoir une discussion conjointe. Je vous rejoins, monsieur Baillargeon, Sommité, comment oublierais-je votre nom, en matière de... On doit se rassembler puis discuter. Maintenant, ma question aux panélistes, comment diminuer la ségrégation scolaire au public? C'est une grande question. Je vous lance la balle. Je faisais référence à ce qui se passe au centre des services scolaires de Drummondville. Peut-être que ça vaut pas la peine d'y jeter avec un coup d'œil, mais moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a des discussions à y avoir, surtout avec les acteurs du milieu. Je pense qu'on a le pied dans les milieux ou non, mais je pense que les personnes éducatives, c'est les personnes qui vivent au quotidien. Je pense que la solution, comme vous l'avez dit, elle est blanche ou noire, que c'est si facile à trouver. Je pense qu'il faut qu'il y ait des échanges, puis des priorités aussi. Vous l'avez nommé, on ne pourra pas passer d'un extrême à l'autre. Il y a peut-être des priorités qu'il faut cibler, puis bien travailler ensemble, trouver les forces de tous les acteurs, de tous les autres, pour dire, ben, si ça fonctionne, puis les classes de recherche sont capables d'identifier ce qui devrait être priorisé. Ceci étant dit, je ne pense pas que la solution de Drummondville, c'est la solution pour le Centre des services scolaires de Montréal. Donc,
va falloir qu'il y ait des couleurs, c'est pour ça que j'en reviens à l'importance d'avoir une grande diversité. Je me peut-être sur une petite piste de solution sur un modèle que je connais assez peu, c'est assez récent. Je sais qu'à Beauzune-Princeville, il y a une école qui a développé une espèce d'hybride. Ça reprend un peu l'esprit des programmes particuliers de diversifier, mais ça ségrègue pas. Il y a toutes sortes d'aménagements qui ont été faits. Donc, je pense que c'est la polyvalente de Beauzune-Princeville. J'ai eu le. Ok, écoute, vas-y. Oui, Princeville, je connais bien la directrice de Liette Provencher. Son école se faisait écrémer et tout le monde fuyait, puis elle a créé la 5e période. Donc, ça, c'est comme une innovation locale. C'est entendu. Donc, il y en a 15 minutes par période. Puis la dernière période, c'était un projet particulier qui était gratuit, accessible. C'était la communauté, les professeurs, leur expertise. Donc, ça, c'est un modèle qui a mis fin à la ségrégation dans cette école-là. Mais, tu sais, en tout cas, mon opinion, là, c'est que le secteur public a créé de la ségrégation pour concurrencer le secteur privé. Donc, si les écoles publiques, là, on dirait qu'à Drummondville, ça a un effet qui concurrence le privé, mais je pense que si on parle de concurrence en éducation, je pense qu'on se trompe pour une petite nation francophone en Amérique du Nord. Si on veut s'émanciper, on ne peut pas être en concurrence les uns envers les autres. Mais il y a une intervention. Gabriel. Sur cette question, je pense que c'est intéressant parce qu'effectivement, un espèce de présupposé dans toute la discussion qu'on a, c'est de dire que la situation actuelle du public régulier n'est pas souhaitable. Dans le jour où, effectivement, s'il y a des gens qui choisissent d'en sortir, c'est même une idée qu'on crée des programmes pour offrir autre chose. C'est qu'il y a peut-être quelque chose à réformer là-dedans. Et là-dessus, je vais donner le crédit qui revient à M. Maillardon, je trouve que c'est à peu près le seul qui a parlé du contenu des programmes dans l'année d'aujourd'hui. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir faire plus de recherche sur le contenu des programmes et moins parler de structure. Je pense pas que l'essentiel est là. Mais curieusement, quand j'interviens sur cette question-là, comme la semaine passée, on me dit « Ah, tu parles pas de l'essentiel. » Alors que moi, je pense que ce qui s'enseigne à l'école, c'est effectivement l'essentiel. Donc, je pense que oui, si on revoyait aussi la manière d'enseigner, je pense que la réforme a eu ses ratés. Que si on voyait qu'on mettait davantage l'accent sur les connaissances, sur la transmission de bagage, je pense que les programmes comme le Core Knowledge dont M. Maillardon parlait ont prouvé que oui, quand on met l'accent sur une manière différente d'enseigner, on est capable de tirer tout le monde vers le haut. Je pense qu'à ce niveau-là, oui, il faut remplacer notre manière d'enseigner parce que malheureusement, la proche compétence, on compte aussi ces échecs. Et ce qu'on enseigne ici, juste pour dire qu'il y a des classes ordinaires ou privées aussi, ça ne vient pas juste ça des Un petit mot là-dessus, j'accuse pas du tout les profs, mais ceux qui les forment, retirer la formation des maîtres, des gens qui vérifient, enseigner au français, c'était pas fait de dire ça, mais enseigner ce qui fonctionne et ce qui marche, de les programmes, ce qui est connu, revenir à des choses de folle, jouer de la reconstruction de corps d'argent. Prendre exemple sur la réforme, il est en train d'avoir cours de la haute partie du voilà, ce sont les choses qu'on devrait faire, concrètement qu'on pourrait faire pour changer les choses. En fait, pour répondre à Constantin, l'école n'a pas créé de ségrégation. Les individus, les parents ont choisi, avec une offre qui était des programmes particuliers, d'envoyer leurs enfants dans des programmes qu'ils considéraient qui répondaient davantage aux besoins de leurs enfants. Donc, c'est le produit de choix individuel. Madame, ici, vous avez dit que vous êtes directrice depuis 20 ans, mais c'est un très bon exemple. C'est pas l'école qui a créé cette ségrégation-là, c'est collectivement on choisit le mieux pour notre enfant. Et je pense qu'on devrait miser sur cette force plutôt que de dire ça fonctionne tellement bien qu'on va arrêter ça. Ça fonctionne tellement bien, on a tellement des bonnes notes que c'est fini. Au contraire, on devrait miser sur ça et c'est justement parce que les parents ont des choix dans un cadre concurrentiel que ça permet d'avoir une qualité d'éducation. On va prendre une dernière question, puis après, je vous invite à rester, puis vous pourrez parler en vous. Oui, elle a décliné, là. Je suis revenue tout à l'heure, mais là, elle ne voulait plus parler. Vous avez changé d'idée. Vous avez changé d'idée. OK, je vais vous... OK. Donc, c'est la dernière question. Ben, c'est pas compliqué. Il n'y a personne qui retourne en arrière. Pourquoi on a plus d'écoles privées aujourd'hui? Parce que c'est la dégradation de l'école publique. On a arrêté d'investir dans les écoles publiques. Les parents se sont tannés.
Et ça a créé finalement un ensemble d'écoles publiques. Avant, il n'y avait que les collèges classiques. Et c'est vraiment, en tout cas. Et l'autre chose, c'est que les femmes de ma génération, quand l'école finissait, il n'y avait pas de garderie après l'école. Alors, on a envoyé nos enfants dans les écoles privées. C'est aussi simple que ça. Donc, deux choses, dégradation, absence d'investissement dans les écoles publiques et absence de service à une certaine génération. Donc, après ça, ben, c'est autre chose. Mais c'est la base là, qui a amené la situation actuelle. Vous avez dit, quand vous dites qu'il n'y avait pas de service de garde, moi je me rappelle parce que c'est une raison sur laquelle ma mère est restée à la maison. Ils vont aller à l'école publique pour ça, mais effectivement, c'est quelque chose, c'est un autre exemple d'innovation technologique. C'est ça, il y avait il y avait encore peu de femmes qui travaillaient. Exact. Rappelons-nous, puis on n'était pas encouragés à retourner à l'école, hein? Et là, on n'a pas les normes, mais je peux parler au nom de ma mère, effectivement, c'est la situation. Ceci étant dit, c'est justement un exemple qui démontre à quel point les écoles privées sont venues donner des idées. Des fois, c'est le public qui donne des idées aux élèves. Ils sont venus, finalement, compléter une offre. Exactement. Et c'est l'objectif. Donc, c'est tout le temps de venir compléter. Regardez, c'est pas venir... Juste à Saint-Lambert, il n'y a même pas d'école publique à Saint-Lambert. Et Dieu sait que je l'ai demandé. Et pour dire, en fait, c'est dans un esprit de complémentarité, non pas de compétition. Autre chose, juste pour assurer qu'il n'y a pas de nouvelles écoles privées subventionnées depuis 2020. Non. Donc, vraiment, il y en a plus. À mon époque, il n'y en avait pas. Il n'y a pas de collège classique. Mais là, ça fait 18 ans qu'il n'y a pas de nouvelle école privée. Oui, mais moi, j'ai 79 ans. Puis non, mais ce que je veux vous dire, c'est que l'effet, là, il n'est pas là depuis non, je sais. Il n'y a pas plus d'élèves ni au privé, ni d'école privée. Oui, non, mais je dis qu'est-ce qui a sans doute amené ça. C'est intéressant parce que madame dit que ça complémente, mais en même temps, elle dit que ça ne complémente pas, mais ici, au bout, on prend la concurrence. Donc, vous voyez, on n'est jamais très loin. Quand on veut complémenter, souvent aussi on veut concurrencer. Les deux le réseau privé sera toujours là pour complémenter, mais la possibilité qu'il devienne un concurrent. Franchement, monsieur a utilisé le terme bien public, bien privé. Moi, le terme bien, là, c'est une marchandisation. Alors, sur ce, je vous invite tout le monde à rester. On pourra parler de façon plus informelle. Si vous avez encore des questions, vous pourrez les adresser. Oui, on a Flavière, pas de vin. Et puis, je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps. Ça a été très généreux. Puis, si je peux me permettre, pour le prochain gouvernement, on a parlé de nom de commission. Moi, je proposerais la commission Baillargeon. J'y vais comme ça. Je pense que c'est consensuel.